Le quorum est à atteindre, donc on peut démarrer cette séance. Alors avant de passer à l'ordre du jour, je vais vous donner lecture et précision sur les éléments de documentation que vous avez sur table. Alors d'abord, deux informations concernant les conseils d'agglomération de la rentrée. Le prochain conseil aura lieu le 24 septembre à 18 h. Le mardi 24 septembre à 18 h. Alors ensuite, on vous a distribué différents éléments, dont notamment celui relatif à l'affaire 61, qui concerne le programme local de l'habitat 2013-2018. Il s'agit donc du deuxième arrêt du projet, après l'avis des communes que nous avons enregistré. Ensuite, vous avez également le document sur l'exposition Signac, les couleurs de l'eau, une exposition qui se déroule du 13 juillet au 27 octobre au musée Fabre. Une superbe exposition que je vous invite à aller visiter, à faire visiter à vos amis ou invités. Ensuite, vous avez également Hubert Duprat du 31 mai au 29 septembre 2013 au musée Henri Prade, sur le site de la Tara. Les spectacles de Montpellier Danse qui sont déroulés donc du 22 juin au 6 juillet, donc vous savez tous le succès qu'ils ont eu au point de vue populaire, puisqu'on a affiché complet à chaque séance et à chaque soirée. Vous avez la liste des concerts également dans les communes de l'agglomération de Montpellier dans le cadre du festival de Radio France. Vous avez également le programme culturel et artistique du printemps-été 2013 au musée Fabre et le Montpellier Agglo numéro 13 du mois de juin 2013. Voilà l'information qui vous est communiquée en termes de doc et d'activité sur le territoire. Je voulais vous livrer également, avant qu'on passe à l'ordre du jour, quelques éléments liés à l'actualité qui me paraissent importants à signaler. Tout d'abord, le fait que je ne saurais me satisfaire, et je pense que l'Assemblée également, de l'information qu'on a pu avoir concernant le site de Sanofi sur Montpellier. Puisque réduire de pratiquement 20% les effectifs de cette institution de la recherche et du développement ne saurait être admis ni considéré comme une chose définitivement bouclée. Certes, le président de l'agglomération que je suis, il ne peut pas imposer, bien sûr, aux dirigeants de Sanofi de rester sur Montpellier malgré leur intention de déstructurer ou de passablement amender ce qui est la force de Sanofi sur Montpellier. Mais par contre, à l'occasion des différentes semaines, des différents mois antérieurs, nous avons eu l'occasion de prononcer un certain nombre d'avis de l'agglomération de Montpellier, d'agir également, de rencontrer les ministres et les représentants. Et je dois vous dire qu'un courrier est en cours de préparation pour M. Virbacher pour qu'il vienne nous rencontrer ici. Et j'entends lui réaffirmer ce que représente pour la place de Montpellier l'importance de la recherche. Parce qu'un développement sans recherche, c'est un développement auquel on coupe un bras. Et un bras à vie, dans la mesure où cette recherche part sur d'autres sites, voire amplifie ce qui n'est pas du tout notre conception, à savoir que l'action de l'entreprise Sanofi, elle soit essentiellement dans une réponse d'actionnaire et non pas dans la réponse et dans le développement de ce qui est l'intérêt général, du développement de la recherche, de l'intérêt général et de ce que représente la pharmacie et la santé au plan national, au plan international et sur le plan de la place de Montpellier. C'est une des raisons pour laquelle, au-delà de certaines élucubrations que j'entends dire, qu'il me paraît important d'agir. C'est des actes qui comptent, et pas uniquement des propos. Et les actes, ils font suite à un certain nombre de contacts que nous prenons. Le ministre est venu ici, M. Montebourg. Il a dit que la situation avait évolué sur Toulouse et on ne parlait pas tellement de Montpellier. Et on continue à parler de Montpellier parce qu'il est nécessaire de parler de Montpellier. Même si dans l'avenir, on peut considérer qu'une éventualité de perte de cette substance scientifique sur la place montpelliéraine pourrait se voir substituer également la possibilité d'accueillir sur le site toute une série de start-up ou d'autres valeurs ajoutées en termes de recherche, je pense qu'il faut, disons, utiliser à plein les possibilités qui sont les nôtres de saisir les responsables et le niveau national de ce que représente l'importance de Sanofi sur le secteur de Montpellier. En même temps que cette question se pose, d'autres aspects positifs
prennent corps par rapport à des intentions de se positionner et d'arriver sur la façade montpelliéraine. Mais je dirais, quand je vois que certains aboient dans la presse sur, par exemple, Montpellier Limited, et qu'ils ne comprennent pas le sens de l'action qui est menée avec le fait de faire venir ici ou de maintenir les activités principales qui caractérisent la valeur ajoutée montpelliéraine. Quand je dis montpelliéraine, c'est l'ensemble du grand territoire, région, département, tout département confondu, et bien sûr le territoire du Grand Montpellier. Quand on ne comprend pas que le seul credo qu'on doit avoir ici, au-delà des grandes qualités du territoire, c'est de se battre tous les matins, que l'on se rase ou que l'on ne se rase pas, avec la seule préoccupation de l'activité et de l'emploi, je dis qu'ils n'ont pas voix au chapitre. Moi, ce qui m'importe, c'est de créer les conditions pour que, sur la place montpelliéraine, l'activité dans sa diversité puisse effectivement caractériser ce territoire pour les décennies à venir. Et que là, ça ne se joue pas dans les manchettes de journaux, ça ne se joue pas dans les éruptions de voix ou dans les aboiements stériles, ça se joue dans l'action au quotidien et dans l'action tout à fait volontariste. Et quand je vois que l'implantation d'un pôle numérique sur Montpellier ne se décline que par 5 lignes dans la presse, je dis qu'il y a quand même quelque chose à revoir dans l'importance de traduction de ce qui est essentiel pour l'avenir. Le pôle numérique sur Montpellier, c'est tout simplement mettre en évidence le fait que le numérique, c'est le quart du potentiel de la croissance française. Alors si on considère que les autres secteurs étant en difficulté, ce secteur qui porte le levier de demain d'un pays comme le nôtre et des territoires qui le portent également, si on considère que ça ne vaut pas plus que 5 lignes dans la presse, c'est à désespérer de tout. En tout cas, ici, ça représente 7500 chercheurs et étudiants qui sont sur ce pôle. Et la difficulté qu'on avait à rassembler tout ce monde, c'était le fait qu'il était assez dispersé, alors même qu'il a un potentiel exceptionnel. Eh bien, nous sommes en train de remédier à la situation, puisqu'à travers la gouvernance de Montpellier Unlimited, on a fédéré tous ceux qui étaient également les acteurs du pôle numérique de demain. Et le pôle numérique de demain, pour Montpellier, c'est tout simplement ce que représentent les pôles mondiaux de l'eau, de l'agronomie, tout ce qui est lié à la santé et les biotechnologies et tout ce qui fait les filières d'excellence qu'on a sur le territoire, mais également le lien avec les entreprises. Parce que derrière le numérique, il y a effectivement l'intégration au sein des entreprises de fortes valeurs ajoutées qui vont générer des emplois et qui croisent tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de préparer des lendemains qui seront meilleurs que ceux difficiles que connaît tout le pays actuellement. Et quand je vois un président de la République qui se bat effectivement pour relancer la machine économique, pour réindustrialiser ce qui fait la sève de développement d'un pays, je dis que plutôt que de critiquer pour le principe de critiquer, il faut se mettre autour de la table, il faut agir, retrousser les manches et se battre vers ce qui est important pour la jeunesse de nos territoires et de nos différentes contrées, c'est celle effectivement de regarder sur les schémas, sur les chaînons et sur les réseaux qui dans l'avenir feront la différence. Le deuxième élément d'actualité que je voulais vous indiquer, c'est celui qui a mené l'Assemblée nationale. Je tiens à remercier plutôt les élus du territoire montpelliérain qui se sont exprimés sur ce dossier et qui a vu l'Assemblée nationale en première lecture voter la loi sur les métropoles et faire de Montpellier l'un des sites qui sera, au terme des navettes entre le Sénat et l'Assemblée au sortir de l'été et au début du mois de septembre, qui va déboucher sur le fait que Montpellier sera très probablement, comme je l'avais annoncé il y a de nombreux mois, l'une des 13 métropoles françaises. Alors le débat n'est pas là ce soir, puisqu'on aura l'occasion largement d'y revenir, mais ce que je tenais à vous dire, c'est que là aussi, il ne sert à rien de trop exciter les chaumières par rapport à ce débat. Il est évident que la métropole, son grand intérêt, c'est de mettre en place une globalisation et du croisé des différentes thématiques qui aujourd'hui concernent les gens au quotidien. Le quotidien, c'est l'emploi, c'est le logement, c'est l'environnement, c'est les transports, c'est la culture, c'est le sport, c'est tout ce qui fait que la vie au quotidien, elle est faite de services de proximité à amener le plus près possible de la vie quotidienne de nos citoyens, des femmes, des hommes, des personnes âgées, des jeunes, et que, non pas en opposition avec d'autres institutions, ce texte, il faut le faire respirer,
Et ce texte va permettre également, non pas de créer un échelon supplémentaire, puisque l'agglomération se verra substituer in extenso la labellisation métropole, mais qu'elle permettra de mettre en place des politiques que nous avons la volonté, quand on a la volonté, on y arrive, de croiser avec ce qui sera la destination et le contenu de la région, que je tiens à féliciter par rapport à son rôle, par exemple, de chef de file dans la nouvelle loi en ce qui concerne le développement économique et le numérique, que je cite à l'instant, mais également le département par rapport à tout ce que représente le volet de la solidarité, mais traduite en termes d'investissement social et non pas uniquement d'accompagnement in fine pour une cause sociale qui viserait à résoudre le problème que l'économie n'a pas résolu. Le social, l'économie, la dynamique d'un territoire, ça passe effectivement par des approches beaucoup plus intégrées, dans lesquelles il est important que chacun des maires, contrairement à ce que je peux entendre, de même que chacun des secteurs de l'agglomération actuellement, on voit au chapitre, en termes de portée des politiques d'intérêt général, d'intérêt public, et en termes de politiques reposant sur des projets, et non pas sur des déclarations, uniquement dans le verbe. Ce qui est important, c'est l'action, les actes, et effectivement, la réaffectation intelligente et pertinente des politiques publiques. Et l'exemple qu'on a donné ici au niveau de l'agglomération de Montpellier depuis le district, avec la façon dont s'est passé le schéma directeur de tout ce qui concerne la vie des citoyens au sein de l'agglomération, plaide pour effectivement que cette métropole soit l'une de celles dans lesquelles le débat démocratique sera le plus absolu possible. En ce qui me concerne, j'ai toujours procédé ainsi, et il en sera ainsi si la responsabilité m'échoit. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à deux sujets d'actualité qui me paraissent majeurs dans ce temps très chaud de pré-canicule et de prochaines vacances scolaires pour les uns et les autres. Aujourd'hui, nous avons un conseil important qui nous réunit autour de 128 dossiers, 128 questions dont nous avons à débattre. Il est très rare, je crois que ça ne s'est jamais produit d'ailleurs, mais c'est dire l'importance et le volume des questions traitées par l'agglomération de Montpellier dans les compétences qui sont les siennes, avec bien sûr la participation des différentes collectivités et représentants qui ont voix au chapitre par rapport à tout ça. Nous avons 128 affaires, dont des questions financières importantes avec le vote du budget supplémentaire, les subventions 2013, le complément, l'enregistrement par la BEI, ce qui montre également la carte de visite et la qualité de la signature des finances de l'agglomération par rapport à la BEI, qui nous verse sa troisième participation de 75 millions d'euros pour les grands investissements. Nous avons également un point qui est majeur, c'est tout ce qui va intervenir dans la cellule opérationnelle qu'on met en place sur les grands travaux et la charte pour l'emploi que nous signons demain après la délibération de ce soir et qui, à la rentrée de septembre, verra rejoindre dans le train la région, que je salue pour la coopération qu'elle met également avec l'agglomération par rapport à ce que je vous dis depuis le mois de janvier, les fameux 5 milliards d'euros qui sont investis sur le territoire. Ils représentent l'équivalent de 8 000 emplois mobilisables et de 2 à 3 000 créations d'emplois. Eh bien, on va y passer par rapport à ces éléments qui commencent par une charte pour l'emploi et cette cellule opérationnelle. Nous le votons ce soir pour ce qui concerne les satellites de l'agglomération de Montpellier. Et autour de l'agglomération, l'ensemble représente 1 milliard d'euros d'investissement. C'est pas rien. C'est pas un cachou. C'est déterminant. Et nous prenons la responsabilité, et ça aussi, ce sont des actes. Et puis, il y a un débat important ce soir, c'est le débat sur l'eau. Le débat sur l'eau avec le choix des délégataires, mais tout ce qu'il y a autour, effectivement, de l'eau potable, de l'assainissement, au sortir de nombreux mois de débats transparents, ça va être le lieu du débat ce soir. Ensuite, nous avons également, en termes de culture, beaucoup de délibérations. On en a une qui complète le dispositif pour le musée de l'histoire de la France en Algérie, qui avance beaucoup, depuis que nous avons complété le comité scientifique et réactualisé la scénographie. Et nous avons également un vote pour les communes qui se sont lancées dans l'opération rythme scolaire dès la rentrée 2013 et précurseur pour celles qui nous rejoindront en septembre 2014 sur le parcours éducatif que va proposer l'agglomération à ces communes-là. Et je salue aussi l'ensemble des communes qui ont participé de manière très très étroite à la définition du contenu de ce que va proposer en accompagnement de ce que font les communes, l'agglomération de Montpellier. Il en va pour 102 000 € qui sont injectés dans ce dispositif à destination des enfants.
Ensuite, nous avons des délibérations importantes qui tournent autour de la coopération sur la ville de demain, le territoire de demain. C'est les bilans et les actes de OZ Nature Urbaine et du secteur de Aude, avec les différentes actes. Et là, c'est Christophe Morales qui nous présentera ces dossiers. Nous avons aussi, dans ce même domaine, avec le développement durable, deux délibérations importantes sur Bayargues, dont je salue le maire, la révision du PLU de Castelnau et celle de Montpellier. Nous avons un débat aussi à conclure sur les transports, importantissime. C'est la réponse à l'enquête publique sur la 5e ligne de tramway, dont Robert Subra nous donnera les éléments essentiels. Mais c'est aussi la concertation et le bilan partiel sur l'extension de la première ligne, de la gare d'Odysseum à la gare TGV. C'est aussi des fournitures de matériel roulant, c'est le protocole transactionnel sur l'un ou deux des aspects majeurs des travaux qui ont été opérés sur la 3e et 4e ligne. C'est aussi le vote des communes sur un certain nombre d'équipements qui se doivent de réunir avant qu'on boucle la concertation de la ligne 5 pour pouvoir démarrer les travaux avant la fin de l'année. Et c'est aussi les acquisitions de plus d'une cinquantaine d'autobus dans le marché qui nous lie à TAM et qui, dans le cadre d'un marché de bons à commande, peut représenter des sommes très importantes avoisinant les 15 millions d'euros. Ensuite, nous abordons le dossier du logement et de l'habitat avec le programme local de l'habitat qui a été soumis à consultation des communes, qui reviennent donc après leur prononcé dans les différents conseils municipaux et qui se caractérise là aussi par un enjeu majeur sur le territoire, avec une forte volonté de répondre à ces besoins, et je tiens là aussi à souligner le partenariat très étroit lié avec l'ensemble des acteurs du monde de l'acte de construire et de l'habitat. Hervé Martin nous en parlera, et j'étais encore hier en réunion avec 2-3 de ces acteurs-là. Je pense qu'on a fait de la bonne ouvrage. Et ensuite, il y a aussi une opération importante de garantie à ACM sur les près de 1000 logements que représenteront la période et qui se traduiront par une garantie de l'agglomération de 5 millions d'euros à l'opérateur public principal. Là aussi, on n'est pas dans les cachous, on est dans les actes qui comptent pour nos citoyens. Ensuite, nous avons un certain nombre de dossiers qui concernent les autres secteurs. On parlera d'observatoire foncier immobilier, on parlera de flux touristique pour l'aéroport, on parlera d'innovation avec InGame que nous préparons pour la rentrée de septembre, on parlera des vins de Chengdu avec la percée que fait le monde viticole local et la subvention qu'on donne à l'association. On abordera également une question qui est majeure, parce que l'agglomération, ce n'est pas que de l'urbain, ce n'est pas que de l'habitat, c'est aussi une agriculture, c'est aussi des circuits courts, c'est aussi des territoires que l'on dédie dans cet art de vivre du territoire de l'agglomération qui lie l'urbain, la nature urbaine, les espaces verts, les espaces agricoles. Nous étions avant-hier avec des maires du secteur et des professionnels de l'agriculture, avec la Chambre d'agriculture et la SAFER, au domaine de Viviers, où nous avons présenté quel était le document pilote et le projet pilote que porte l'agglomération, avec près d'une vingtaine de producteurs, une coopérative agricole qui est là, autour du domaine de Viviers, que nous avons racheté, et qui est à la fois, je dirais, un poumon vert à proximité de Montpellier, de Terran, qui n'est pas d'agglomération, mais qui mérite de respirer, de Clapier et de Jacou, mais également qui permet un développement qui du maraîchage, qui de la viticulture, qui des semences de fourrage ou de céréales, et qui également de la culture d'escargots. Et j'espère qu'à la rentrée, nous ferons une grande embrascade au nom de tous ceux qui se sont lancés. C'est Puy-Ségur, entre parenthèses, qui est un spécialiste de l'élevage des escargots. Et puis ensuite, nous parlerons d'environnement avec différentes conventions sur la dissolution du Sivon-Ben et Mosson, la convention avec ACM sur le tri sélectif, avec les casiers 1 et 2 de Castries, et une délibération sur Améthyste et puis sur l'assainissement. Voilà ce que je voulais vous dire quant à l'ordre du jour chargé, important, mais intéressant à débattre, de ce conseil d'agglomération du 25 juillet, feu d'artifice avant les vacances. Alors je vais demander, avant qu'on démarre le conseil, à Louis Pouget de venir me rejoindre, Thierry Bresse et Tatiana Capoisi-Bolam par rapport à 3 des familles de dossiers qui seront abordés ce soir. Je passe à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'ordre du jour, sachant que je vais vous faire part d'abord de modifications, si vous permettez. Alors l'affaire 14.
L'affaire 14, c'est une modification qui concerne la négociation de l'allongement de la phase de mobilisation de l'emprunt. Depuis l'envoi du pré-rapport, il a été négocié un allongement de la phase de mobilisation de l'emprunt à 2 ans au lieu de 1 an, ce qui permet, à partir de la date de signature, d'apporter plus de souplesse dans la gestion de cet engagement financier et qui nous permet d'avoir une gestion plus fine de l'encours. Ça, c'était la modification du texte. Ensuite, nous avons l'affaire 29. Là, il s'agit de modifier le titre. Alors, je vais vous le lire. Le nouveau titre, c'est « Culture, enseignement artistique, transport, gestion des temps, SDIT, dispositif expérimental d'accompagnement de la réforme des rythmes scolaires du primaire, dispositif expérimental de soutien de projets culturels des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Ça vient d'un contrat qu'on avait sur le secteur ouest avec la CAF, qui apporte une aide et autorisation de signature. Voilà la modification du libellé de l'affaire 29. Et l'affaire 61, c'est une modification afin d'intégrer les avis des communes manquantes, politique de la ville, logement habitat, programme local de l'habitat 2013-2018, deuxième arrêt du projet, après l'avis des communes. Voilà les modifications dont je voulais vous faire part. Monsieur le maire de Grabel, vous avez demandé la parole. Nous avons à délibérer ce soir sur notamment l'affaire numéro 20 qui concerne le mode de gestion de l'eau. Et j'avais demandé qu'un certain nombre de documents puissent nous parvenir. Je vous remercie de m'en avoir envoyé beaucoup de ces documents. Le temps était relativement limité pour pouvoir préparer cette délibération de manière approfondie. Ceci dit, il manque un document. Le document qui manque, c'est le document de la commission de contrôle financier qui concerne tout audit concernant une délégation de service public. Cette commission de contrôle financier n'a d'ailleurs pas été mise en place. Or, le Code général des collectivités territoriales, dans son article R 2222, les 4 alinéas, et notamment l'alinéa 3, précisent très bien que les collectivités doivent mettre en place cette commission de contrôle financier. Comme il y a, et vous l'avez constaté publiquement, un débat sur justement les comptes financiers de cette délégation qui s'achève, notamment pour la ville de Montpellier, cette commission de contrôle est indispensable. Il y a non seulement le code qui est pour nous, mais également la jurisprudence, qui est notamment intervenue sur les agglomérations de Bordeaux et de Toulouse, pour exiger la présence de cette commission de contrôle financier. En conséquence, je ne vois pas comment on peut délibérer de manière éclairée sur la question 20 en l'absence de ce document. C'est pour ça que, si vous maintenez ce point 20 à l'ordre du jour, je voterai contre l'ordre du jour. Alors, monsieur le maire, je vais vous faire une réponse par rapport à votre question. Tout d'abord, je voulais vous dire que la fameuse commission de contrôle des comptes dont vous parlez, elles ont été initiées en 1935 et elles sont obsolètes depuis que le législateur a prévu des dispositions de rapport du délégataire, de rapport sur le prix et la qualité des services, d'examen des rapports en CCSAL, composés d'élus et de représentants d'associations. Voilà l'évolution de la législation par rapport à ça. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait. Les éléments de jurisprudence que j'ai à ce sujet. C'est la réponse juridique que je me dois de vous donner et que je vous donne avec beaucoup de plaisir. Je l'enregistre. Voilà. À partir de là, est-ce que vous revenez en arrière par rapport à votre déclaration? Non. Alors, je peux mettre l'ordre du jour au bout, hein, si vous le souhaitez, ça ne me gêne pas du tout. Alors, qui est pour... Est-ce qu'il y a d'autres remarques de ce type? Qui est pour le report de l'ordre du jour et donc du Conseil? 2 voix. Qui s'abstient? Une abstention. Donc, l'ordre du jour est maintenu. Alors, on a fait état donc, des modifications de l'ordre du jour. On va passer désormais à l'approbation du procès-verbal du 26 juin 2013. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte rendu de l'ordre du jour précédent? Pas de remarques, hein, pas d'observation, approuvé à l'unanimité. Ah pardon, excusez-moi, une abstention. Ah, c'est vrai que vous étiez absent. Ah, mais vous revenez, parce que je croyais qu'on ne vous verrait plus. Je croyais que vous alliez nager à contre-courant. Non, vous revenez, c'est bien.
Tout à fait. Mais vous savez qu'au-delà de 3, ça peut être important. Bon, abstention donc de Philippe Sorel. L'affaire numéro 3, c'est l'application de l'article L 2111-10 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le directeur général, je vous demande de nous faire une synthèse de ces décisions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, donc sur le chapitre acquisition foncière et indemnisation, on a 1 564 135 €, dont 1 212 275 pour l'acquisition de parcelles nécessaires à la création d'une réserve foncière dans le secteur de Méjanel, Pont-Trinca, quartier Gare TGV, et 350 000 € pour l'acquisition de parcelles nécessaires à la création d'une réserve foncière dans le secteur du périmètre d'étude du projet de requalification de la zone d'activité du Salaison à Vendargues. Sur le chapitre des agréments de candidature, une entreprise intègre les VAES Parc 2000, quartier Mosson. Cela concerne 4 emplois. Sur le chapitre marché et avenant, un total de 2 339 830 €, dont des marchés de fourniture et remplacement de dalles en pierre pour les bâtiments culturels, marché d'exploitation et maintenance en génie climatique des bâtiments, marché de travaux de rénovation d'une partie du collecteur d'eau usée et ses branchements situés rue Louis Pasteur à Pérols, les marchés de réfection des sols de l'accueil et de remplacement des dispositifs de chauffage et de climatisation de la médiathèque La Gare à Pignan, un marché de fourniture de produits et matériels de peinture pour l'entretien des bâtiments sportifs, un marché de formation de logiciels bureautiques, un marché de travaux d'aménagement pour l'exposition Signac, les couleurs de l'eau, au musée Fabre, un marché d'études de conception, assistance et suivi des travaux relatifs à l'amélioration de la captation et du traitement de l'air pour l'unité améthyste, un marché d'accompagnement pour la mise en place d'une plateforme Open Data mutualisée avec les communes de l'agglomération, un marché de fourniture de transmetteurs téléalarmes et déclencheurs convectibles pour le maintien des personnes âgées à domicile, le marché de fourniture d'objets textiles marqués promotionnellement, l'appui à la définition d'une stratégie locale visant à soutenir l'éco-construction, un marché de travaux de raccordement électrique de groupe froid pour assurer le secours de l'aquarium Mare Nostrum, des travaux de curage et d'épandage de boues de lagunes d'épuration de Saint-Bresse, un marché d'études de protection de l'aire d'alimentation du captage du Flès à la commune de Villeneuve-les-Maguelones, le marché de projection des films de plein air dans les 31 communes. Et en divers, 15 859 € consacrés à l'achat de représentation dans le cadre de la promotion culturelle Montpellier menée par la communauté d'agglomération. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je vous propose, s'il n'y a pas de remarques, de prendre acte de ces informations synthétiques. Vous avez le détail dans le dossier. On passe à l'affaire numéro 4, en finance, affectation du résultat 2012, budget principal de l'agglo. Monsieur Thierry Bresse. Monsieur le Président, chers collègues, je rappelle que le compte administratif 2012 se clôture comme suit pour le budget principal. Résultat de fonctionnement affecté, plus 88 104 131 € 35 centimes. Le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 64 869 978 €. Je rappelle que le résultat affecté doit couvrir en priorité le besoin de financement de la section d'investissement, corriger les restes et réaliser cette section dépensée en recettes. En conséquence, on propose au Conseil de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement pour un montant de 64 869 818 € 10 centimes et à la section de fonctionnement pour un montant de 23 734 113 € et 43 centimes. Et de procéder aux évaluations budgétaires suivantes. Chapitre 001 en dépenses, solde d'exécution de l'action d'investissement reportée, moins 64 943 636 € 48 centimes. Chapitre 1068 recettes, excédent de fonctionnement capitalisé, 64 869 818 € et 10 centimes. Chapitre 002 recettes, résultat de fonctionnement reporté, 23 734 813 € et 43 centimes. Merci, Monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette présentation? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. On passe au dossier numéro 5. C'est l'affectation des résultats 2012 du budget annexe des services funéraires. Pour ce budget, le compte administratif 2012 se clôture comme suit. Résultat de fonctionnement affecté, 3 493 409 € et 58 centimes. Il y a pour ce budget un excédent de financement, donc il n'y a pas de besoin de financement de la section d'investissement. En conséquence, on propose au Conseil de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement
à la section de fonctionnement pour un montant de 3 493 409 euros et 58 centimes et de procéder aux opérations budgétaires suivantes. Chapitre 001 recettes, solde d'exécution d'actions d'investissement reportées 50 319 euros et 95 centimes. Chapitre 002 recettes, résultat de fonctionnement reporté 3 493 409 euros et 58 centimes. Chapitre 1064 en recettes, réserve réglementée, plus-value nette de cession d'éléments d'actifs 11 114 euros et 71 centimes. Merci. Je mets le rapport aux voix. S'il n'y a pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier numéro 6, même chose, mais c'est pour le service assainissement. Le compte administratif 2012 se clôture comme suit. Résultat de fonctionnement affecté 11 141 951 euros et 58 centimes. Le besoin de financement d'action d'investissement s'élève à 4 208 770 euros et 3 centimes. En conséquence, on propose au Conseil de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement 2012 à la section d'investissement pour un montant de 4 208 319 euros et 59 centimes et à la section de fonctionnement pour un montant de 7 433 131 euros et 99 centimes. Et de procéder aux opérations budgétaires suivantes, chapitre 001 en dépenses, solde d'exécution de la section d'investissement reportée, moins 4 53 125 euros et 22 centimes. Chapitre 1068 en recettes, excédent de fonctionnement capitalisé, 4 208 319 euros et 59 centimes. Chapitre 1064 en recettes, excédent de réserve réglementée, plus-value nette de cession d'éléments d'actifs, 250 euros et 44 centimes. Chapitre 002 recettes, résultat de fonctionnement reporté s'élève à 7 433 380 euros et 55 centimes. Dossier, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. On passe à l'assainissement non collectif. Pour ce budget, le compte administratif 2012 se clôture comme suit. Résultat de fonctionnement affecté 27 112 euros et 22 centimes. L'excédent de financement l'excédent est de 4 700 euros et 62 centimes. On propose au Conseil de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement pour un montant de 27 112 euros et 22 centimes et de procéder aux opérations budgétaires suivantes. Chapitre 001 recettes sur l'exécution d'action d'investissement reporté 4 700 euros et 72 centimes. Chapitre 002 recettes, résultat de fonctionnement reporté 27 112 euros et 22 centimes. Je mets ce rapport aux voix. S'il n'y a pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On passe à l'eau brute. Oui, le compte administratif 2012 se clôture comme suit. Résultat de fonctionnement affecté 54 523 euros et 26 centimes. Besoin de financement de son investissement est de 7 000 euros. En conséquence, on propose au Conseil de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement sur investissement pour un montant de 7 000 euros et excédent de fonctionnement pour un montant de 47 523 euros et 26 centimes et de procéder aux opérations budgétaires suivantes. Chapitre 001 en dépenses, solde d'exécution, la section d'investissement reporté, nul. Chapitre 68 recettes, excédent de fonctionnement capitalisé 7 000 euros. Chapitre 002 en recettes, résultat de fonctionnement reporté s'élève à 47 523 euros et 26 centimes. Merci également. Je vous propose de suivre le rapporteur. S'il n'y a pas de remarques ou d'opposition, je considère que c'est acté. On passe ensuite au budget de l'eau potable. Oui, pour ce budget, le compte administratif 2012 se clôture comme suit. Résultat de fonctionnement affecté 3 108 225 euros et 44 centimes. Le besoin de financement d'action d'investissement s'élève à 1 498 306 euros et 66 centimes. En conséquence, on propose au Conseil de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement à l'action d'investissement pour un montant de 1 498 306 euros et 66 centimes et l'excédent de fonctionnement pour un montant de 1 770 18 euros et 78 centimes et de procéder aux opérations budgétaires suivantes. Chapitre 001 en dépenses, solde d'exécution d'action d'investissement reporté, moins 1 59 351 euros et 98 centimes. Chapitre 1068 recettes, excédent de fonctionnement capitalisé 1 498 306 euros et 66 centimes. Chapitre 002 en recettes, résultat de fonctionnement reporté 1 570 18 euros et 78 centimes. Merci pour ces précisions. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. On passe ensuite au budget supplémentaire de l'exercice en cours. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le budget supplémentaire qui vous est proposé aujourd'hui poursuit les mêmes ambitions que le budget primitif, celle de relever le défi de l'aménagement du territoire, de l'emploi et de la solidarité, tout en maintenant une situation financière solide. Il apparaît comme un budget d'ajustement des crédits, puisqu'on prend en compte ces informations qui ne pouvaient pas être connues lorsqu'on a élaboré le budget primitif.
les modifications qu'il apporte restent marginales par rapport au volume du budget primitif et ne représentent que 2% des dépenses, 7,8 millions d'euros en fonctionnement et 2,7 millions d'euros en investissement. C'est aussi un budget de reprise qui intègre les résultats et les restes à réaliser d'exercices précédents, tels qu'ils ont été adoptés lors du compte administratif. Je rappelle que notre niveau d'exécution de besoins budgétaires était très élevé, 90%, donc les rebords de crédit sont en baisse par rapport à 2012, 30,6 millions d'euros, ce qui témoigne encore une fois de notre volonté de sincérité budgétaire. Le budget principal, quel est l'impact des mesures nouvelles? Bien, pour l'investissement, je rappelle qu'au budget primitif, les dépenses d'équipement atteignaient un montant de près de 136 millions d'euros. Ce programme d'investissement est vital et capital pour l'emploi et pour les entreprises. Je rappelle que, bien sûr, nous axons notre investissement sur la poursuite du schéma directeur d'assainissement, sur la ligne 5 du tramway, l'habitat, la lutte aux inondations, la culture et le sport. Concernant les dépenses d'investissement, dans le domaine des transports, on consacre 1,8 million d'euros supplémentaires pour l'acquisition de 4 rames de tramway supplémentaires, 1 million d'euros de crédits supplémentaires aussi pour la ligne 5 qui dépend bien sûr de l'avancement des travaux. Concernant le développement territorial, 2,5 millions d'euros sont prévus à ce budget supplémentaire. Cela concerne bien sûr l'axe majeur de développement de la route de la mer, Aude à la mer nature urbaine. Voilà pour le développement territorial. La culture, cela dépend bien sûr des plannings de travaux. On complète 600 000 euros pour les crédits inscrits au budget primitif sur le musée d'histoire de France en Algérie. Pareil pour le sport, on y ajoute 600 000 euros pour les études de rénovation du Salle de Mosson, sans augmentation du budget global. Voilà pour les dépenses. Et les recettes d'investissement, les plus significatives concernent les domaines suivants. Les transports, 800 000 euros de recettes supplémentaires, relatives à la cession de pièces détachées du tramway à Tam dans le cadre de la DSP. L'habitat, 900 000 euros liés au crédit annuel de la compétence déléguée des aides à la pierre, inscrits en recettes et en dépenses. Voilà pour l'investissement. Le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent à 7,8 millions d'euros, ce qui constitue un ajustement minime par rapport au budget primitif, 2,2%, et qui n'affecte bien sûr en rien l'équilibre général du budget. Les subventions de fonctionnement aux différentes structures, 4,5 millions de subventions supplémentaires dans le domaine culturel et sportif ou monde associatif. Parmi celles-ci, vous le savez, l'Opéra tient une part importante suite à la réduction de la région de sa participation à 5 millions d'euros. On augmente notre financement de 3 millions d'euros et on y ajoute un complément exceptionnel de 800 000 euros, qui est une aide en 2013 pour accompagner le plan d'économie de 1,2 million d'euros qui est mis en œuvre par l'Opéra. Ensuite, dans le domaine de l'environnement, on y ajoute 2,8 millions d'euros au titre de la gestion des déchets. Gestion de la dette, cette gestion active de la dette de l'agglomération nous permet d'économiser 1 million d'intérêts sur l'année et 500 000 euros de dépenses en capital. Pour les recettes de fonctionnement, les recettes nouvelles de fonctionnement pour ce BS s'élèvent à 9 millions d'euros. Elles concernent principalement les postes suivants, les contributions directes. Je rappelle que l'AGLO n'a pas augmenté les taux de fiscalité 2013. Nous avions des hypothèses prudentes sur nos prévisions budgétaires et les notifications du produit contribution directe de l'action de l'État permettent d'inscrire 3,7 millions d'euros supplémentaires de par nos hypothèses prudentes. La notification du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales détermine aussi une augmentation de recettes de 1,4 million d'euros qui seront partagées entre l'agglomération et les 31 communes. Voilà pour les contributions directes. Concernant les produits des services et les produits de votre gestion courante, on a une recette supplémentaire de 700 000 euros en fonction des encaissements des recettes à mi-année pour divers produits de fonctionnement. La recette relative à la clôture du parc d'aéroport est inscrite à hauteur de 2,5 millions d'euros, conformément au CRAC de l'exercice. Ensuite, la reprise des crédits reportés. Je rappelle que cette reprise des crédits a été adoptée lors du vote démonstratif du Conseil précédent, qui rend compte de l'exécution budgétaire de l'exercice 2012. Ce BS reprend ces crédits et les intègre à l'exercice budgétaire en cours. Je rappelle, d'après le tableau, l'investissement, la reprise des crédits s'élève en recettes d'investissement à 30 662 213 euros. Vous avez là les chapitres qui
vous donne l'essentiel de cet investissement. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 30 588 385 €, et vous avez aussi la répartition des chapitres sur le rapport. Le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 055 082 €, avec la répartition des chapitres que vous avez sous les yeux. Les équilibres financiers, les écritures comptables, on peut dire que notre épargne de gestion de Montpellier Agglomération est très élevée, 353 € par habitant. On a une épargne de gestion supérieure de près de 70% par rapport à la moyenne des agglos, et on se situe au 3e rang des EPCI de plus de 100 000 habitants pour notre niveau d'épargne. On tient à le rappeler dans ce budget supplémentaire. En tout cas, notre budget intègre les résultats présentés lors du vote du Conseil administratif 2012 et prend en compte leur affectation. Les voici. Résultat global de clôture, 88 604 631 €. Excédent de fonctionnement capitalisé, 64 943 146 €. Résultat reporté de fonctionnement, 23 734 813 €. La prise en compte de ces résultats, des reports de crédit et l'équilibre propre aux mesures nouvelles permet de confirmer notre bonne santé financière. Le virement de la section de fonctionnement, la section d'investissement s'accroît pour s'élever au total à 75 463 000 € alors qu'elle était au budget primitif de 58 millions d'euros. Cet ajustement des crédits d'investissement permet de diminuer le recours à l'emprunt, moins 22,8 millions d'euros de recours à l'emprunt. Voilà pour le budget principal. Pour le budget annexe et services funéraires, compte tenu de ces résultats issus du Conseil administratif 2012, de la délibération d'affectation qu'on vient de délibérer à l'instant, les besoins d'ajustement de crédit du budget primitif, le BS du budget annexe et services funéraires s'équilibre comme suit. En section d'exploitation, plus 3 602 429 €. En section d'investissement, plus 3 380 913 €. Pour le budget annexe et l'assainissement, compte tenu des résultats issus du Conseil administratif 2012, de la délibération d'affectation qu'on vient de voter, et des besoins d'ajustement des crédits du budget primitif, le BS de ce budget annexe et assainissement s'équilibre comme suit. En section d'exploitation, plus 7 415 481 €. En section d'investissement, plus 8 707 401 €. On poursuit nos efforts pour le traitement des eaux usées et pour achever la construction des stations d'épuration. Voilà pour le budget annexe et l'assainissement. Ensuite, le budget annexe et l'assainissement non collectif, compte tenu des résultats issus du Conseil administratif, de la délibération d'affectation et des besoins d'ajustement des crédits du budget primitif, ce budget s'équilibre comme suit. En section d'exploitation, plus 27 112 €. En investissement, plus 4 700 €. Pour le budget annexe de l'eau brute, compte tenu des résultats issus du Conseil administratif 2012, de la délibération d'affectation et des besoins d'ajustement des crédits du budget primitif, le BS 2013 du budget annexe de l'eau brute s'équilibre comme suit. Section d'exploitation, 47 523 €. Section d'investissement, 10 300 €. Voilà pour le budget de l'eau brute. Pour le budget de l'eau potable, compte tenu des résultats issus du Conseil administratif 2012, de la délibération d'affectation et des besoins d'ajustement des crédits du budget primitif, le budget de l'eau potable s'équilibre comme suit. 1 749 078 € en section d'exploitation, plus 2 680 191 € en section d'investissement. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je voudrais aussi remercier à nouveau la Commission des finances, les élus qui sont présents, ainsi que le service des finances, Madame Gandreau, Christelle Sellier et aussi Christian Fina. Merci, Monsieur le rapporteur. S'il y a des demandes de prise de parole sur ce budget, Monsieur le maire d'Agrabel. Puisque ce budget n'apporte pas une modification fondamentale par rapport au budget principal, je suis d'accord avec l'analyse qui a été faite. Mais juste pour confirmer le fait que personnellement je m'étais abstenu lors du budget principal pour les raisons que j'ai exposées à ce moment-là sur le caractère contradictoire de ce budget, donc je m'abstiendrai sur ce budget secondaire. D'autres remarques? Monsieur Passé. Si vous le permettez, Monsieur le Président, lié au budget, vous avez annoncé, j'en suis d'accord, une somme de 1 million d'euros concernant l'aménagement nécessaire en vue de la future gare TGV. Je dois dire que je pense qu'il y a une vraie mobilisation
au niveau de notre région pour montrer combien une ligne à grande vitesse est nécessaire pour traverser le Languedoc-Roussillon. Je sais qu'il y a différentes démarches à l'entreprise. J'espère que on ne baissera pas la garde, parce que c'est vraiment une nécessité que cette ligne se fasse et qu'on continuera en rassemblant tout le monde, en montrant au gouvernement combien il est utile et nécessaire pour le Languedoc-Roussillon d'avoir cette infrastructure, aussi bien pour le transport européen, pour le transport régional, que pour le développement du TR dans notre région. Merci pour cette intervention que je partage intégralement par rapport à l'action qui est menée sur la réalisation du tronçon manquant Montpellier-Perpignan. Mais je ne pense pas qu'on se situera dans ce qui a été présenté comme au-delà de 2030. Je crois qu'il y a des éléments de revoyure qui sont prévus dans les 3 ans ou 4 ans, qui montrent que l'état d'avancement de ce dossier fait qu'il pourrait sortir beaucoup plus tôt que prévu, ne serait-ce que sur le critère calendaire. Après, le reste, c'est la capacité de financement. Mais il y a des discussions qui sont en cours à d'autres niveaux aussi, pour que l'Europe intervienne plus radicalement. Elle va faire un effort d'ailleurs sur le contournement, l'Europe Nîmes-Montpellier, ça sera évoqué dans quelques temps. Nous avons des éléments de probabilité, quasiment de certitude par rapport à ça. Ça veut dire que rien n'est plié sur ce dossier. D'autres remarques? Je dis bien, rien n'est plié sur ce dossier. Madame la députée. Simplement pour rajouter quelques mots par rapport à ce que vient de dire mon collègue Michel Passé. Effectivement, je crois qu'on a été assez nombreux à se mobiliser, que ce soit le président de l'Agglo, le président de région, le maire de Montpellier, les députés, auprès de Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, pour manifester notre souhait que cette ligne ne soit pas enterrée, puisque c'est un axe majeur de développement, bien sûr, nord-sud déjà, il faut le rappeler. C'est une liaison importante sur cet axe-là. C'est aussi, évidemment, et on le sait tous, une ligne extrêmement, absolument nécessaire pour le développement économique de notre région, notamment pour le tourisme, mais pas que pour le tourisme. Donc, on est tous très conscients de cette exigence de se mobiliser sur ce dossier. Il semble que la réponse du ministre soit que pour le moment les études continuent, donc on n'a pas du tout renoncé aux études concernant la ligne TGV. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, les études continuent. Par contre, effectivement, il risque d'y avoir un report quant à la faisabilité du projet, puisqu'il y a un problème de financement. Donc c'est sur cette question des financements qu'on est mobilisé. Je l'ai encore vu hier soir à l'Assemblée, et donc on suit ce dossier de très près. Merci, Madame Dombrecoste. D'autres remarques? Moi, je voulais quand même, avant qu'on procède au vote du BS, vous donner quand même quelques éléments par rapport à des fois des informations qui fleurissent ici ou là sur la situation financière de l'agglomération de Montpellier. Cet avis que je vais vous communiquer, là, c'est aussi la résultante un peu de le point de vue des grands partenaires financiers, à commencer par la BEI et par les consultants, qui font que la signature de l'agglo, elle est reconnue à un certain niveau de crédibilité. Je voulais vous dire que le dynamisme des produits et la maîtrise des charges, ils permettent d'assurer une capacité d'autofinancement élevée. Ça, c'est le considérant qui ressort des analyses et des rapports qui ont été produits. Les produits de fonctionnement de la communauté d'agglomération, ils sont particulièrement dynamiques, avec 1 017 € par habitant contre 767 € pour la moyenne des établissements publics de plus de 200 000 habitants, soit 33% de plus. Les charges de fonctionnement de cette même communauté d'agglo, ils se situent dans la moyenne, 770 € par habitant. Et notamment les dépenses de personnel qui sont très bien maîtrisées. Le poids de ces dépenses dans les dépenses de fonctionnement est inférieur de 5 points à la moyenne nationale. En conséquence, l'épargne de gestion de l'agglo est très élevée, 353 € par habitant. Et avec une épargne de gestion supérieure de près de 70%, supérieure à la moyenne. L'agglo se situe au 3e rang des EPCI des plus de 200 000 habitants pour son niveau d'épargne. Si on regarde la question sur le point du niveau de dépenses d'équipement, c'est un très haut niveau que nous attendons. On investit 2 fois plus que la moyenne. Sur la période 2002-2011,
L'Aglo a investi 1,9 milliard d'euros quand la moyenne des groupements les plus importants n'était que de 974 millions d'euros. C'est pratiquement un rapport de 1 à 2. Ce haut niveau d'investissement, il est financé de manière équilibrée. Les subventions reçues pour le financement de nos projets s'élèvent à 97 euros par habitant, 61% de plus que la moyenne, ce qui traduit un excellent taux de subventionnement. Et également, la traduction d'une politique de projet menée de concert avec les partenaires amenant des subventions par rapport au contenu et à la nature des travaux présentés, des projets considérés. La capacité d'autofinancement, elle est de 291 euros par habitant contre 184 en moyenne. Et le taux d'épargne brute, 28,6 contre 24,4 en moyenne, nous fait figurer parmi les plus importants des établissements publics français. Montpellier Agglomération se trouve devant les communautés urbaines de Strasbourg, de Lille, de Lyon, de Toulouse ou de Marseille. Et les communautés d'agglomération de Perpignan ou de Toulon, pour celles qui sont dans des zones de population ou inférieures ou à peu près du même niveau que nous pour ce qui est Toulon. Voilà des éléments que je voulais vous indiquer parce que ce sont des éléments qu'il faut quand même avoir bien dans la tête. Dans la période qui est la nôtre, où nous avons voté un budget primitif, nous votons le budget supplémentaire ce soir, nous allons procéder à cette délibération de vote, et nous sommes également sur un avenir qui sera 2014 et l'année à venir, avec des plans pluriannuels d'investissement. Et que l'investissement et le fonctionnement de l'agglomération de Montpellier, bien entendu, il épouse et il intègre, en solidarité, en complémentarité, tout ce qui concerne les budgets des différentes communes, pour un développement harmonieux sur le territoire. Voilà, je voulais donner quand même ce signe qui fait qu'ici, les ampoules sont au vert. Elles sont ni en berne, ni en rouge, ni en orange. C'est intéressant pour la suite quand même. Parce que la suite, de façon générale, elle va être difficile. L'effort de redressement du pays, il est loin d'être accompli encore. Il y a des signes qui commencent à pointer. Mais c'est une vraie bascule. On passe d'une économie de fin du XXe siècle, pas évidente du tout, après ce que certains avaient appelé les 30 glorieuses dans les années 60 à 80 ou 85. Là, on est dans le dur. Et ce qui est important, c'est de faire les investissements judicieux et d'avoir des marges sur le fonctionnement qui permettent, justement à travers et en plus avec des mutualisations à venir, de générer des vraies capacités d'investissement pour les services de proximité aux populations et également des considérants de qualité de fonctionnalité optimum. Voilà, je me devais de vous dire ça en tant que représentant de cette Assemblée, ne serait-ce que pour vous donner un peu le moral, parce que parfois certains me semblent l'avoir un peu flageolant. Je mets le rapport aux voix de ce budget supplémentaire. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions du côté de Grabel. Le reste est adopté. Je vous en remercie. Je félicite également d'une part le rapporteur pour le sérieux et la présence soutenue qui est la sienne auprès de ces éléments financiers en liaison avec les services. Et puis je félicite l'équipe des finances, du budget et des moyens de l'agglomération de Montpellier autour de son directeur général, parce que c'est vraiment un travail de Romain qui est fait. D'autant que certains, sans le dire, mais s'imaginent que nous pourrions être la variable d'ajustement de toutes les politiques publiques des uns et des autres. Non. L'agglomération jouera à plein ce qu'elle a joué, mais elle ne va pas se substituer à ce qui pourrait être parfois des choix ou des carences des uns et des autres. On préfère jouer en harmonie. On l'a montré récemment par rapport à ce qui représentait justement une structure musicale. Ça s'est bien terminé, la table ne s'est pas retournée. Et hier, nous avons eu un conseil d'administration qui a bien analysé le budget de 2013 et qui aussi s'interdit d'analyser la situation qu'à travers des chiffres secs qui n'intègrent pas des évolutions en devenir. Voilà. On a voté ? Alors, si le budget supplémentaire est voté, on va maintenant affecter les subventions de 2013. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, on propose certaines subventions sont annulées. Il y a aussi l'affectation des subventions déjà délibérées, ainsi que l'affectation des subventions d'investissement de fonctionnement nouvelles. Est-ce que je le nomme les nouvelles, Monsieur le Président? Peut-être en investissement les nouvelles. Pardon? Je nomme les nouvelles subventions. Enfin, si vous voulez qu'on les liste, enfin, il y a le détail, si on peut aller plus vite, si vous voulez. Bon, en investissement, en fonctionnement, vous avez la liste sous les yeux. Bien, on vous demande de bien vouloir décider aux 3 de ces subventions d'équipement du fonctionnement, telles que décrites dans le tableau ci-dessus,
et dire que les dotations sont versées sous réserve de la signature d'une convention d'attribution, intervenir avec les structures bénéficiaires. Il y a des remarques sur ce dossier, dont vous avez le détail dans le rapport. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. On passe à l'affaire numéro 12, c'est le vote en autorisation de programme et crédit de paiement en lien avec le BS 2013. Oui, il s'agit d'approuver la création d'une autorisation de programme nouvelle qui porte sur le projet Recherche et développement Écocité Ville Intelligente pour un montant initial de 4 35 000 €, avec un crédit de paiement en 2013 de 1 175 000 €. Ensuite, d'approuver les échéanciers des crédits de paiement des programmes suivants: investissements liés à DSP Transport, la ligne 5 du tramway, l'accessibilité aux équipements de transport, piscine et néréide, l'accessibilité aux équipements liés au sport, réhabilitation du stade de la Mosson, cage de scène opéra comédie, extension 1 d'Aquarium Marine Nostrum, musée d'histoire de France en Algérie, opération d'aménagement à vocation économique route de la mer d'Urgeau-Fraîche, station d'épuration Bayargues Saint-Bresse, station d'épuration et réseau, et de retenir comme échéancier des crédits de paiement sur les tableaux qui sont mentionnés sur la délibération. Je mets le rapport au voie, s'il n'y a pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 13, c'est les admissions en non-valeur des titres de recettes pour l'année en cours. Oui, donc ce sont des recettes qui s'avèrent irrécouvrables malgré la mise en œuvre de toutes les procédures légales de recouvrement par monsieur le trésorier principal municipal. Elles s'élèvent pour l'année, donc pour cette année, donc elles s'élèvent pour 2013, à 92 747 € et 11 centimes. Vous avez les répartitions en fonction des budgets. Je vous propose de suivre le rapporteur, adopté à l'unanimité s'il n'y a pas de main qui se lève, d'opposition ou d'abstention. On passe au dossier 40, c'est le contrat de financement que j'évoquais avec la Banque européenne d'investissement. C'est l'affectation de la troisième tranche de 75 millions d'euros pour les grands investissements. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce dossier? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté, et je vous en remercie. Merci pour les finances. On passe à l'économie, non à l'insertion par l'économique. Tatiana Capoisi-Volam, c'est l'accord cadre régional pour les grands chantiers du Languedoc-Roussillon, contournement Nîmes-Montpellier, le volet ressources humaines et la convention avec les partenaires. Oui, Monsieur le Président, en introduisant la séance, vous avez déjà souligné l'importance, tant sur le plan économique et social, de ce projet. Un projet qui va répondre à des enjeux majeurs d'adaptation des infrastructures aux besoins de l'agglomération et de la région, mais aussi à des enjeux d'aménagement du territoire et de développement économique. La mise en chantier de ce projet, donc le contournement Nîmes-Montpellier, va constituer une opportunité stratégique pour l'économie locale et pour l'emploi de proximité sur le territoire de l'agglomération. Ça va en effet mobiliser près de 1500 personnes en période de pointe et générer des emplois locaux, des emplois qui vont permettre et faire surtout concerner des publics en difficulté, donc des publics qui vont faire l'objet de dispositifs en insertion, des publics dont vont bénéficier la plupart des entreprises de PME et TPE qui vont se voir donc confier au moins 20% de ces travaux. Et je tenais à cette occasion à remercier les entreprises qui jouent le jeu sur le plan local. C'est un chantier donc qui va produire des effets de plus en plus positifs sur l'emploi. Cette convention va définir le cadre général à l'intérieur duquel vont s'organiser les relations entre les financeurs du projet du contournement Nîmes-Montpellier, le maître d'ouvrage, les entreprises adjudicataires Ogvia Construction et les opérateurs qui sont chargés de la mise en œuvre opérationnelle du volet ressources humaines. Les signataires donc, de ce projet accord décident de confier au Pôle emploi et à la région Languedoc-Roussillon, puisque c'est la compétence de la formation professionnelle, le pilotage et la mise en œuvre opérationnelle du volet ressources humaines. Sur le bassin d'emploi de Montpellier, la région Languedoc-Roussillon et le Pôle emploi vont associer la cellule multipartenariale d'assistance à maîtrise d'ouvrage, emploi grands travaux que a mis en place la communauté d'agglomération de Montpellier pour l'ensemble des grands travaux de son territoire sur la période 2013-2017. Donc cette société Ogvia Construction va s'engager à mettre en œuvre dans l'ensemble des marchés nécessaires à la réalisation du projet les clauses sociales d'insertion qui vont prévoir au moins 7% des heures travaillées pour l'ensemble du chantier qui seront consacrées à ces publics qui relèvent des dispositifs d'insertion.
En conséquence, donc, je tenais tout de même ce soir à remercier l'ensemble des services de l'agglomération et les partenaires qui ont produit un important travail de réflexion. Et surtout, j'invite ce soir toutes les personnes qui sont intéressées à se joindre à nous demain, fin de matinée, pour la signature de cette convention. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce dossier qui est important, mais qui renouvelle les liens qu'on a également avec Pôle emploi, mais qui les marque de manière beaucoup plus intense en liaison avec Ocvia? Pas de remarques, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 16, c'est la charte d'engagement pour l'emploi et l'insertion sur la communauté d'agglo, et notamment ce qui sera signé demain, si vous délibérez ce soir, avec les partenaires satellites de l'agglomération de Montpellier. Oui, Monsieur le Président. Donc, je rappelle que notre région, première sur le palmarès des régions en matière de chômage, 14%, alors que sur le plan national, 10,2% sur la France métropolitaine. Nous avons donc un territoire qui présente un paradoxe chômage-croissance. À partir de là, ce constat nous amène à imposer la politique donc, de développement d'emploi et donc les travaux publics pour impulser les acheteurs publics qui sont à nos côtés, qui vont constituer des acteurs de premier plan de la vie économique de ce territoire. La commande publique qui s'avère un puissant levier pour la mise en œuvre concrète d'un objectif de progrès social. Un montant d'investissement qui est porté par notre communauté d'agglomération de Montpellier, par la TAM, ici présente, que je remercie, la CERM, la SAM et l'OPH-ACM qui avoisine le milliard d'euros par an. Donc, ces marchés publics qui vont aussi donc imposer et intégrer la politique de clause sociale qu'a enclenché et développé la communauté d'agglomération de Montpellier pour permettre de réserver des heures de travail à des personnes en difficulté sociale et professionnelle. Un objectif aussi important, puisque c'est une clause sociale qu'on a mis en place depuis maintenant plusieurs années et qu'on souhaite développer, consolider et renforcer afin de permettre des sorties positives à ces publics-là. Nous souhaitons faire un accompagnement à l'insertion plus professionnalisant qui permette à ces personnes de mettre le pied à l'étrier définitivement et de déboucher donc sur des formations qualifiantes, sur des emplois durables. Donc l'objectif favoriser, comme je vous l'ai dit, l'emploi des personnes éloignées et proposer des parcours d'insertion professionnelle de qualité. On est conscient donc de l'importance de cette responsabilité sociétale qu'a notre communauté d'agglomération avec des organismes satellites et on souhaite affirmer notre volonté politique de poursuivre et d'intensifier le développement des clauses sociales dans les marchés publics. Voilà, je crois avoir tout dit, Monsieur le Président. Très bien. En clair, ça veut dire, mais ça sera surtout aussi sur la deuxième vague de septembre, quand la région sera à nos côtés après avoir délibéré et en direction des porteurs de marché, monter le pourcentage des clauses d'insertion. C'est très net. Et quand on demandera, sollicitera une garantie financière de l'agglomération de Montpellier, une subvention, ben ça se sortira aussi du critère monter les clauses d'insertion. Les gens qui sont dans la panade ou dans la galère, ils ont besoin de ce signe également d'accompagnement. Et ce signe, j'entends le donner de manière très très forte. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie parce que c'est un dossier très important. L'affaire 17, c'est l'association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion par l'économique. En résumé, c'est l'ERDI, attribution de subventions. Voilà, l'ERDI donc est un outil qui vient compléter l'existant. L'ERDI donc c'est le financeur solidaire pour l'emploi qui a été créé en 1994 et qui est un acteur régional avec une antenne à Montpellier. Une association qui va soutenir donc les porteurs de projets de création d'entreprises, des personnes en difficulté qui dès le départ rencontrent des difficultés financières et avec qui les banques ne sont pas dans un premier temps très qui accepterait dès le départ le projet. Donc l'ERDI vient soutenir ces porteurs de projets pour leur assurer la passerelle et leur permettre de passer à la faisabilité du projet. Donc nous avons déjà accompagné l'ERDI, comme je l'ai dit, donc c'est un complément par rapport à l'existant, puisque nous avons déjà des outils qui nous sont propres à l'agglomération, avec le BIC, la cyberbase, qui permet, avec des logiciels de qualité à ces porteurs de projets, de regarder et de vérifier les expériences déjà existantes et de peut-être aller plus vite dans la faisabilité du projet et de vérifier la viabilité. En 2012, on a décidé de compléter donc, par le recours au crédit solidaire la palette des outils proposés.
financer et soutenir donc cette association. On a eu 86 projets d'entreprises qui ont été soutenus, 70 créations d'entreprises dans les domaines de l'artisanat, du commerce et de l'agriculture et 16 consolidations de structures porteuses. Nous avons donc 87 emplois qui ont été développés, créés et 90 emplois consolidés. Étant donné donc ces résultats très positifs, on souhaite reconduire cette affaire et soutenir l'ERDI à hauteur de 10 000 €. Voilà, 10 000 €. Donc je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On est maintenant avec la BGE, c'est un concours talent, création d'entreprise, attribution de subventions. Voilà, la boutique de gestion, donc concours talent, donc c'est une manifestation qu'on accompagne maintenant depuis plusieurs années. Le concours talent a été créé en 1997 par le réseau des boutiques de gestion. La boutique de gestion va donc accompagner et conseiller les porteurs de projets dans leur démarche de création. Elle organise annuellement ce concours talent pour démontrer l'importance de l'accompagnement de la création d'entreprises. Le concours talent va récompenser chaque année des créateurs ou repreneurs d'entreprises pour l'exemplarité et l'originalité de leurs projets et de leur parcours dans plusieurs catégories, donc l'innovation technique et technologique, l'artisanat, le commerce, l'économie sociale et solidaire, le service, la dynamique rurale et les talents des cités. Donc la boutique de gestion Montpellier va assurer l'organisation et l'audition des candidats pour les jurys au mois de juin et la remise des prix se fait à la rentrée, donc en septembre. Pour cette manifestation, pour pouvoir organiser ce concours, la boutique de gestion sollicite la communauté d'agglomération de Montpellier à hauteur de 1 200 €. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci pour l'insertion par l'économique. Et on arrive au dossier concernant l'eau et l'assainissement. Alors, le premier volet concerne le choix du mode de gestion. Non, le service public pour l'aménagement. La charte, oui. La charte d'engagement pour l'amélioration de la qualité. Louis Pouget, à la baguette. Monsieur le Président, chers collègues, bien écoutez, cette affaire, la charte, quelle eau pour demain, c'est quelque chose d'une part d'innovant, mais c'est quelque chose qui est garant de l'avenir. C'est-à-dire que au travers de ce que nous avons fait, et je tiens à féliciter l'ensemble des services et le panel des usagers, qui a fait un travail remarquable pendant 4 week-ends, et où, tout compte fait, il y a eu un rendu avec un certain nombre d'analyses, avec des souhaits, avec des priorités qui ont été émises sur les principes d'action, sur les axes prioritaires, sur ce que les usagers souhaitent vraiment. Alors cette démarche participative et innovante a réuni donc l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les usagers, les associations, des experts, parce qu'on a eu aussi affaire aux professionnels, les agents territoriaux, les chercheurs, etc. Ça a permis à ce moment-là d'arriver à faire une synthèse de manière à présenter une charte d'engagement sur l'eau, c'est-à-dire c'est notre feuille de route pour l'avenir. Alors, cette feuille de route, elle dégage 5 axes, disons, essentiels. Le premier, c'est tout ce qui concerne la pédagogie, l'information, avec ce qui est demandé pour le développement des actions pédagogiques pour le tout public, mettre en place aussi des sensibilisations pour la rareté de l'eau, inciter les gestes éco-citoyens, pour la bonne gestion quantitative et qualitative. Je tiens quand même à souligner qu'avec l'Agence locale de l'énergie, on a fait une expérience sur 2 résidences ACM sur 1 année. Et on s'est rendu compte qu'au travers de certains gestes, de certains dispositifs mis en place, mais surtout avec une pédagogie pour sensibilisation, on s'est retrouvé avec, dans une résidence, une diminution de 14% et dans l'autre de 18%. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose d'anodin, et de la même façon que nous faisons des efforts en matière de tri sélectif et autres, mais il faudra faire la même chose en matière d'eau potable. Et bien sûr, ce qui est aussi important, c'est de favoriser la mise en place de compteurs individuels de manière à ce que chacun sache ce qu'il doit payer réellement. Ensuite, le deuxième engagement, c'est l'exemplarité. Alors, ça vise un certain nombre de garanties sur l'environnement, sécuriser l'alimentation en eau, et je pense que de ce côté-là, sur l'agglomération de Montpellier,
on n'a pas trop de soucis, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous devons gaspiller l'eau, étant donné que le schéma directeur que nous avons fait d'ici 2030 nous permettra de laisser une situation excellente aux générations futures. Ensuite, acquérir les connaissances optimales des équipements d'alimentation, d'eau et d'assainissement. Ça fait partie de nos préoccupations et de nos soucis. D'ailleurs, ça a été fait dans le cadre du schéma d'assainissement. Et dernièrement, avec Aegis Eau, Calia et le cabinet Vinsonneau, dans le cadre du schéma d'eau potable et d'eau brute. Ensuite, augmenter le rythme de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Ça, c'est quelque chose à laquelle nous allons nous attacher. Ce que je dois dire sur le renouvellement des réseaux. Dans le schéma directeur, il est prévu de reprendre en matière d'eau 7 km de réseau par an. 7 km, ça paraît peu pour certains, mais après, je peux vous dire que c'est quand même compliqué à faire, parce qu'après, il faut avoir les autorisations pour intervenir dans les communes, etc. Et 7 km, ça n'est pas rien. Je tiens à dire que la priorité, dans ces derniers mois et dernières années, ça a été, en matière de réseau, de faire les dévoiements de manière à ne pas retarder les chantiers du tramway. Ça a été une priorité en ce qui concerne notamment l'eau potable, et y compris pour l'assainissement, avec... Pour l'assainissement, une autre priorité que nous avons donnée, vous savez que la directive cadre européenne nous impose le bon état du milieu pour 2015. Ce qui fait qu'au lieu d'investir tout sur les réseaux, nous avons d'abord investi sur les moyens de traitement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avec le nombre de stations que nous avions, nous sommes partis de 27 stations, nous sommes à 15 aujourd'hui. Et donc nous arrivons maintenant vers la fin du schéma directeur et nous aurons le bon état du milieu pour 2015. Ce qu'il y a, c'est que nous avons donc privilégié les investissements sur les outils de traitement. Ensuite, développer la résilience du service de l'eau et de l'assainissement et des situations de crise. Ça, c'est une chose que nous devons maîtriser, qui ne posera pas, à mon avis, de problème. Ensuite, sur l'exemplarité, traduire dans le cahier des charges de l'exploitant le niveau d'ambition en termes de qualité de service et s'assurer de l'atteinte des objectifs. Ça, c'est quelque chose qui a été très souligné et sur lequel nous veillerons. Après, l'information, intervenir en urgence dans les 2 heures, susciter des actions innovantes pour améliorer la continuité et le coût de la qualité du service. Et enfin, la transparence. La transparence, ça a été quelque chose de souligné et que nous allons développer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons faire en sorte qu'il y ait l'accès à un multisupport permanent pour donner les informations sur le prix et sur la qualité. Disons que le barrage que nous avons à franchir aujourd'hui, c'est le fait que nous avons un certain nombre de syndics qui gèrent, disons, des copropriétés, et le fait qu'eux reçoivent une facture globale, ils font la répartition des charges aux différents copropriétaires au travers des millièmes, etc., en fonction de leur réglementation. Mais de notre côté, les renseignements qui figurent derrière le dos de la facture, les usagers ne les ont pas. Autrement dit, aujourd'hui, il nous faut pallier à cette information en donnant un accès par Internet ou autre à l'information sur la qualité et sur le détail du prix de l'eau. Alors qu'eux ne reçoivent aujourd'hui que de la part du syndic une ligne avec le mot « eau ». Ensuite, donc, délivrer des informations claires, mettre en place un accueil physique de manière à ce qu'il y ait la satisfaction de la clientèle par rapport à la demande de renseignement, et puis garantir, disons, un accueil téléphonique en cas d'urgence 24 heures sur 24. C'est-à-dire que les services d'astreinte fonctionnent normalement, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. De notre côté, ce qu'on veut, c'est renforcer les prérogatives de la commission consultative des services publics locaux. Aujourd'hui, elle existe. Elle a, disons, une structure que nous pourrions, disons, élargir
de manière à donner accès à un plus grand nombre. Ça permettrait à ce moment-là de donner à cette commission une ampleur différente. Je tiens quand même à dire qu'en ce qui concerne notamment les élus, à la commission eau assainissement de l'agglomération que nous avons tous les mois, tous les élus ont toutes les informations qu'ils souhaitent. Pour moi, c'est d'ailleurs un plaisir. D'ailleurs, il y a des fois où je n'ai pas assez de chaises. Je tiens à le souligner. Ensuite, pérenniser le forum de l'eau. Le forum de l'eau, à mon avis, c'est quelque chose d'important parce que on pourrait alors lui donner une cadence annuelle. Ça permet en tout cas à tous ceux qui ont besoin de s'exprimer d'y venir et de le dire. Ça veut dire qu'on leur donne la possibilité de venir dire ce qu'ils ont envie. Alors certains le font à leur façon. D'ailleurs, je tiens à dire que le forum que nous avons tenu au mois de mai cette année, bon, certes, ne nous a pas appris grand-chose. Pour une raison simple, c'est qu'avec le panel des usagers et avec les services, nous avions suffisamment travaillé pour ne pas apprendre quelque chose de nouveau. Mais de notre côté, ce qui est important, c'est de voir quelles sont les priorités que les uns et les autres accordent à un élément plutôt qu'un autre. Et ça nous permet à ce moment-là de répondre plus favorablement à leurs attentes. Et enfin, le dernier point, c'est la solidarité. L'avant-dernier point, c'est la solidarité. Alors la solidarité, c'est faciliter l'accès à l'eau pour tous. Je tiens quand même à dire qu'en matière d'eau, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une famille qui se soit retrouvée sans eau. Jusqu'à maintenant, la solidarité a toujours joué. Et je tiens d'ailleurs à rappeler qu'aujourd'hui, les fermiers abondent à hauteur de 20 centimes par branchement au niveau du FSL du département. Ça, je tenais à le souligner. Donc ce qu'il faut, c'est favoriser une structure tarifaire. Alors, dans la structure tarifaire, ce que nous envisageons, c'est de faire une seule tranche. Au début, on avait dit on fait deux tranches. Une tranche pour les premiers 120 mètres cubes, puis après, on peut, disons, augmenter le prix et pénaliser. Mais aujourd'hui, on se retrouve confronté avec le phénomène des syndics, et où tout compte fait, les premiers 120 mètres cubes sont vite comptés, et avec le nombre de locataires qu'ils ont, ou de copropriétaires, ils se retrouvent à payer pratiquement tout en deuxième tranche. Autrement dit, ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir quelque chose d'équitable, et donc on envisage une prime faible et un seul prix, celui de la première tranche, de manière à ne pas pénaliser ceux qui se retrouvent dans les copropriétés. Ensuite, poursuivre et développer des actions de tarification industrielle adaptées par rapport à un certain nombre de gros consommateurs et abonder au fonds social pour l'allocation de chèques eau afin de permettre aux ménages les plus modestes d'avoir certaines aides. Et là, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on dégagerait une certaine somme qui serait ensuite gérée au travers des chèques eau par les CCAS qui connaissent bien les situations sociales. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'au forum de l'eau du mois de mai, il y en a certains qui sont venus, qui avaient le verbe un peu haut, mais quand il s'agissait de la tarification sociale, on ne les a plus vus. Ensuite, en cinquièmement, c'est la protection de la ressource et la préservation des milieux. Alors, c'est d'assurer donc une meilleure intégration des enjeux, contribuer à un bon état qualitatif et quantitatif. Je pense que jusqu'à maintenant, nous avons fait ce qu'il fallait. Contribuer à la mise en place d'une gouvernance partagée des ressources, et ça, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires que sont les différents syndicats, Balanguedoc, Garrigues-Campagne et Salaison, même si nous allons le dissoudre, ce sera qu'à la fin de l'année, avec le Pic Saint-Loup et le Pays de l'Or, où nous avons travaillé sur le schéma directeur dans un esprit mutualiste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons travaillé sur l'ensemble de ce territoire qui représente 70 communes,
et où tout compte fait, on évite de faire des investissements qui font double emploi. J'en parlerai plus amplement tout à l'heure pour ce qui concerne l'eau. Et ensuite, poursuivre l'amélioration des connaissances sur le fonctionnement des systèmes karstiques. Vous savez que nous avons lancé une procédure pour faire évoluer la DUP, étant donné qu'aujourd'hui, sur la source du Lez, nous exploitons cette résurgence de la côte 65 où elle déverse à la côte 35. Autrement dit, sur 30 mètres, on arrive à exploiter aujourd'hui entre 32 et 35 millions de mètres cubes par an. Sachant que nous avons un potentiel qui va au-delà et où nous sommes équipés pour descendre d'une quinzaine ou d'une vingtaine de mètres, ce que nous demandons, c'est qu'à ce que les choses soient faites d'une manière réglementaire, surveillée, de manière à ce que le milieu soit quand même préservé. Et quand on dit préserver le milieu, c'est pour moi, c'est surtout de ne pas le polluer. Ça ne veut pas dire de ne pas l'utiliser. Voilà, en définitive, les engagements de cette charte qui, finalement, va nous guider sur les décisions que nous avons à prendre pour la suite au travers des autres questions qui sont à l'ordre du jour. Merci Louis pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des remarques ou des demandes de prise de parole? Oui. Oui. Alors, deux mots tout d'abord sur la charte. Il y a de bonnes intentions, mais ça ne suffit pas. Par exemple, il est bien sûr tout à fait indispensable d'augmenter le taux de renouvellement des réseaux, vu l'énorme retard qui a été constaté, disons, par SP2000. Mais les 0,6% de renouvellement prévus sont loin du compte. La moindre des choses aurait été de rappeler l'objectif du Grenelle d'un taux de rendement de 85%. Mais surtout, cette charte ne prendrait toute sa valeur que si les usagers étaient réellement au cœur du dispositif, et cela, seule la régie publique le permet par leur représentation au sein même de ces instances. Peut-on prendre acte de la synthèse de la concertation? Non, car elle distord fortement la réalité. Cette concertation n'avait pas d'autre objet que d'éluder le plus longtemps possible le débat sur le mode de gestion. En dehors de quelques membres du panel, d'élus et d'institutionnels, ce sont des membres du collectif 34 pour le retour à la régie publique qui ont fait le public d'usagers aux tables rondes du forum du 25 mai. Le débat sur le mode de gestion a été porté ailleurs par des citoyens, des élus, le collectif 34. Celui-ci a fait venir à ses frais et à plusieurs reprises des personnalités reconnues pour leurs compétences. Il a aussi porté le débat sur les marchés auprès des élus. Ce sont plus de 10 000 personnes qui ont signé pour la régie publique ou participé à des votations citoyennes. Nous avons, comme municipalité, pris à Grabel l'initiative d'un débat contradictoire et organisé une votation qui nous a donné un mandat clair pour la régie publique. Nous l'avons fait, faute d'avoir eu un début de réponse à la demande faite par notre conseil municipal dès avril 2009 de l'organisation par l'agglomération du débat public et d'un référendum. La vie démocratique présuppose un espace de délibération sur la construction du commun, expliqué il y a 2 mois Pierre Rosanvallon, que d'aucuns connaissent ici, au journal Le Monde. Et il ajoutait « La question fondamentale de l'organisation du pouvoir citoyen ne se limite pas à l'organisation d'une délégation, mais implique, sur un mode actif et permanent, des formes de contrôle, de vigilance, d'évaluation. » On avait, sur la question si concrète et symbolique du mode de gestion de l'eau, une belle occasion de revivifier la démocratie. Elle a été refusée. Combien de fois avons-nous été rabroués, en particulier par Dupouget, pour avoir dit que cette affaire méritait d'être discutée au niveau des communes et des citoyens? J'ai la petite satisfaction de voir que le texte apparaît me donner raison. Je cite « La décision de l'organisation des services de l'eau et de l'assainissement revient aux élus, mandatés par les citoyens pour gouverner la vie publique. Or, les élus mandatés par les citoyens, ce sont les élus municipaux. Élus municipaux qui nous délèguent comme membres du conseil d'agglomération.
Mais quoi de mieux par ailleurs pour déléguer sur une question majeure qui n'était pas à l'agenda des municipales de 2008 que de débattre en conseil municipal et de demander l'avis des citoyens. Ceci pour éclairer notre vote. Rosan Vallon a raison, la vie démocratique présuppose un espace de délibération sur la construction du commun. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes? Oui, M. Max Lévitat. Dans votre texte, vous nous parlez très honnêtement d'un panel. Alors, le panel, c'est une technique de marketing qualitatif qui est couramment utilisée par les entreprises, qui permet de prendre une représentation des consommateurs éventuels pour sonder les reins et les cœurs des 10 consommateurs et pour voir ce qu'ils attendent. Donc de là, que vous en déduisiez une charte, je ne vois pas d'inconvénient. Là où je vois un inconvénient majeur, c'est que vous appelez ça de la participation. Je suis désolé, la participation, c'est une démarche politique. Ce n'est pas une méthode. Le marketing qualitatif, le panel, c'est de la manipulation de consommateurs et c'est utilisé dans toutes les écoles de gestion de France. La participation, ainsi que mon collègue vient de le dire, ça relève d'une volonté politique. Et de citer Rosan Vallon me paraît tout à fait approprié. Donc de mettre panel et participation, c'est un oxymore parfait. C'est tout à fait remarquable. C'est la raison pour laquelle je voterai contre cette charte. Très bien. Monsieur Lantéric. Je ne vais pas, là, et j'interviendrai sur le point suivant, le 20, alourdir, les choses ont été bien dites. Je suis un peu courroucé, parce que ce débat qui aurait dû être un débat extraordinairement démocratique et dans l'intérêt de tous, parce que l'eau, on le sait, ce n'est pas une marchandise, c'est un bien, et qu'on ne peut pas la traiter comme on traite d'autres produits. On avait une opportunité, on n'a pas su la saisir. Je suis complètement d'accord sur les deux interventions avant la mienne. On a fait quand même un peu, alors Louis ne le prend pas mal, un peu beaucoup du cinéma. On nous a foutu un panel, un machin, un bidule. Quand on a vu les gens qui étaient dans le panel, comment ils ont été choisis, des gens qui n'étaient pas concernés se sont retrouvés dans ce panel. Il y en avait un certain nombre, il n'y en a qu'un petit nombre qui a participé. Bon, franchement, s'appuyer pour tout ça, pour dire, écoutez, nous, on a été super vertueux, on a fait un truc extraordinaire, les gens ont pu s'exprimer. Et Louis, il nous dit, quand on a fait le forum de l'eau, on avait tellement bien travaillé que plus rien n'est sorti. Mais il y a quand même quelques personnes qui nous ont dit, ah, ils ne sont pas intervenus quand il s'agit de parler des tarifs, tout ça. Je crois aussi, Louis, il ne le prend pas mal. Parce que tu as fait une affaire personnelle, tu es un super mec. Et je vais vous le rendre. Louis, tu es un super mec, tu as fait un super boulot, les choses évoluent. Il faut de temps en temps un peu voir comment les choses évoluent. Et on ne peut pas dire, quand on est patron, quand on est président, quand on est vice-président de quelque chose, moi je sais, les autres ne savent pas. Ça n'existe pas en démocratie. Il faut se le mettre dans la tête. À tous on est concerné par ça. Et on ne peut pas dire, et des fois Jean-Pierre, tu fais pareil toi, tu nous dis, ouais, vous excitez un peu les mecs, tu nous parles d'exciter les chaumières, vous avez la science infuse, vous savez tout, vous avez le profil, on va vous suivre les mecs, on est champion du monde, on va tout gagner. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La population, elle n'est pas plus con que les autres, elle est souvent très, comment dire, sous la charge des informations et des informations compliquées, elle ne se sent pas compétente. Et nous aussi, les élus, là, on ne se sent pas compétent quand on voit les rapports, les machins qui ont été faits et tout. Franchement, il faut être bon pour comprendre et il faudrait être très bon pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Alors, je ne vais pas m'alourdir là-dessus. Ne nous gargarisons pas. Franchement, le résultat là de cette charte, elle est intéressante. Mais franchement, cette charte, si on voulait la mettre en œuvre, il n'y avait qu'à passer en régie, on avait les moyens de la mettre en œuvre. Ça, c'était super. Voilà. Alors, comme mes collègues, je ne voterai pas ça, parce que la suite derrière n'est pas à la hauteur de ce que ça aurait dû être pour l'eau. Alors, je tiens quand même à préciser... Attends. Après. Monsieur Passé. C'est passé. Merci, Monsieur le Président. Nous voterons cette charte pour une raison très simple. C'est que ces conclusions ne sont pas parfaites, mais vont dans le bon sens. Ceci étant dit, je partage les mêmes inquiétudes et je m'exprimerai sur la question suivante. Attention, selon la décision qu'on va prendre le 20,
Cette charte risque d'être comme une charte, hélas, de l'ONU, respectée dans certains cas et pas dans d'autres. Et ça, c'est mon vrai problème. Bon, alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est que cette charte... Ah, attends, Monsieur Martin. Vous avez l'eau à la bouche, j'ai l'impression. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous avoue que, comme beaucoup de nos collègues, j'avais quelques interrogations. Mais le fait que le débat qui nous préoccupe aujourd'hui ait été précédé par cette charte est de nature à me rassurer totalement. D'autre part, pour répondre à l'élu qui parlait tout à l'heure et qui disait que Louis Pouget péchait par orgueil, c'est véritablement mal le connaître. Et les efforts qu'il a entrepris pour parvenir au rapport qu'il nous présente aujourd'hui témoignent au contraire de sa modestie et de son humilité. Donc, cette charte, la seule chose qu'il faudra faire et à quoi il faudra veiller, c'est qu'elle soit respectée à la lettre par ceux qui demain géreront l'eau. Ça me paraît essentiel. Mais quand je vois qu'il y a des notions telles que la transparence, telles que la solidarité en accord avec le CCAS, par exemple, ben je me dis que c'est quelque chose qui me paraît essentiel et que si cette charte est respectée, et il faudra qu'elle le soit, nous n'avons pas d'inquiétude à nourrir et c'est la raison pour laquelle, sans état d'âme, je voterai cette charte. Par ailleurs, je m'interroge sur le point de savoir si un de nos confrères, un de nos collègues tout à l'heure, s'est exprimé à titre personnel ou en qualité de président de groupe, dont il serait, paraît-il, le président. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Revol. Et après, on donnera la parole au rapporteur. Et puis, on procédera au vote, calmement. Je serai très bref, car M. Flachet, qui représente Grabel comme moi, a développé le fond des arguments. Je voudrais revenir juste sur deux choses. Premièrement, concernant les compteurs individuels. Il y a un certain nombre de pays en Europe où les compteurs individuels sont obligatoires. Donc, il faudrait que la législation avance pour qu'on arrive à des compteurs individuels. Et à partir du moment où on arrive à des compteurs individuels, on peut parfaitement établir, à partir de la structure familiale qu'il y a derrière chaque compteur, le nombre de mètres cubes gratuits qui peuvent être fournis au départ. Un certain nombre de pays le font en Europe. Je pense qu'on peut aller dans cette direction. Donc la présence de syndics et de collectifs, qui est aujourd'hui présentée comme un argument qui s'oppose à la, disons, aux deux tranches, une tranche gratuite, puisque l'eau est un instrument de survie de l'homme, 3 jours sans eau et vous mourrez. Donc il est essentiel que nous puissions fournir et qu'il n'y ait jamais aucune coupure d'eau pour un être humain sur le territoire de l'agglomération de Montpellier. Eh bien, on pourrait y arriver à partir du moment où il y a des compteurs individuels. Ça permettrait de le faire et je pense qu'il faut qu'on dise des choses dans ce sens. Deuxièmement, concernant la charte, vous savez, en droit, on distingue fondamentalement les déclarations de principe. D'accord ? Il y a plein de déclarations de principe. Depuis 1789, la France n'a pas manqué de déclarations de principe. Et puis, il y a les lois exécutoires qui font que les choses sont mises en œuvre. Donc, une déclaration de principe ne crée pas une obligation. Et c'est ensuite les décisions pratiques qui permettent de faire que les déclarations de principe se transcrivent dans la réalité. Donc, je me méfie toujours des grandes déclarations de principe. Et je partage par ailleurs l'avis des uns et des autres sur le fait que la concertation dont on nous a parlé ne portait pas d'ailleurs sur la régie publique, puisque les membres du panel ont très bien déclaré qu'on leur avait dit qu'ils ne devaient pas débattre du mode de gestion. Ils l'ont dit publiquement. Et le forum de l'eau dont on se gargarise, la communauté d'agglomération, c'est plus de 400 000 habitants. La ville de Grabel, c'est 6 500 habitants. Nous avons organisé un débat contradictoire avec des représentants de Veolia, de l'Assor, des communes qui sont passées en régie, etc. Bien, à Grabel, il y avait plus de participants qu'au Forum de l'eau. Donc, manifestement, il y avait un petit problème de communication pour faire de ce forum un véritable débat citoyen. Il ne faut pas se gargariser de mots dans ce domaine. Je ne pense pas qu'on ait affaire à une concertation véritablement démocratique. Non, bon. Il n'y a pas de gargarisme. Il y a tout simplement un débat qui a été lancé il y a plus d'un an, avec une masse d'éléments, de partenaires associés à des titres divers. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans la conclusion de ce débat très calmement. Louis, tu peux répondre aux différentes... Alors, moi je vais répondre sur les différents points. D'abord, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que quand on parle du panel des usagers, ça a été un panel socio-économique où il y avait des personnes de tout milieu, de toute... disons,
de tout niveau, et où tout compte fait, il y avait des personnes qui étaient au RSA, il y avait des personnes qui étaient retraitées, il y avait même les associations de consommateurs, etc. Ce que nous avons voulu, c'est avoir le ressenti des consommateurs devant leur facture d'eau. Ça me paraissait essentiel. De toute façon, quel que soit le mode de gestion, que ce soit une régie, une SPL, une DSP, quoi que ce soit, le problème de l'usager reste le même et ses préoccupations aussi. Ce qu'il y a, c'est que vous prenez les raccourcis en disant si on avait fait ceci, on n'avait pas besoin de cela. D'ailleurs, il y en a même un de Secours 34 qui était dans le panel, et quand il s'est rendu compte que tout marchait bien, il a foutu le camp, il a dit je ne veux pas cautionner le système. Alors, vous comprenez, moi ça ne me gêne pas, mais ça prouve, il peut à ce moment-là témoigner que nous avons fait les choses correctement. Alors vous êtes tout le temps en train de donner des leçons, c'est pour ça que, d'ailleurs, monsieur le maire de Grabel, à la conférence des maires, a dit qu'il n'arrêterait pas de me titiller. Mais moi, je reste calme. D'ailleurs, je ne veux pas me faire flasher, parce que demain, le titre de Midi Libre, on va dire « Pouget s'est fait flasher », tout le monde va croire que je fais un excès de vitesse. Et Revolver se tire un coup de balle dans le pied. Donc, il a retenu la leçon. Ça remonte à 2010, mais tout à l'heure, je l'attends au virage. Ce que je voulais dire, c'est que ça, pour nous, c'est une feuille de route. Ça, c'est quelque chose qui est l'émanation de consommateurs, d'usagers, où on a mis tous les acteurs autour de la table, on a mis tout le monde, on a écouté tout le monde, et on a voulu faire une synthèse avec une feuille de route qui soit vraiment adoptée ici par toute l'Assemblée, de manière à ce que ce soit notre ligne de conduite future. Voilà quel était le but donc de cette charte sur l'eau. Ça n'en avait pas un autre. Et rassurez-vous, nous veillerons, si elle est votée à la majorité, à ce qu'elle soit respectée. Et en règle générale, je voulais vous dire quand même qu'on a parlé de déclaration de principe. Moi aussi, je suis sur des déclarations de principe, mais qui sont suivies d'actes. C'est le dire et le faire. Et que ce que traduit la communauté d'agglomération dans ses grandes compétences depuis sa création en 2002, c'est qu'on est toujours passé par le respect de dispositions de ce type, qui ensemble un certain nombre de préconisations indispensables par rapport à l'évolution de la société, des techniques, des choses, et qui servent en quelque sorte de charte de recommandations, de préconisations, qui ont quasiment valeur prescriptive par rapport aux décisions qui sont prises dans les schémas généraux. Ça a été le SCOT, c'est les plans locaux d'urbanisme, c'est le plan local pour l'habitat, et c'est valable pour l'ensemble des politiques publiques de services à l'ingénierie qui sont menées. S'il n'y a pas d'autres remarques, je mets le rapport aux voix. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui s'abstient? La charte est adoptée. Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce travail d'élaboration et qui vont pouvoir vérifier dans les mois et les années à venir qu'elle est vraiment un socle sur lequel on va caractériser la politique de l'eau sur le territoire de l'agglomération de Montpellier. On passe à l'affaire numéro 20. C'est le choix du mode de gestion pour l'alimentation en eau potable et en eau brute. Chers collègues, vous avez eu chaque année les rapports des délégataires. Un peu de silence, s'il vous plaît. Écoutez le rapporteur. Et le rapport sur le prix et la qualité du service, ainsi que les derniers éléments techniques et financiers que vous aviez demandés. Dans la délibération et le rapport annexé, vous avez toutes les données comparatives. Par conséquent, je ferai donc un bref rappel sur les événements marquants depuis la prise de compétence en janvier 2010. Je tiens d'ailleurs à souligner que cette prise de compétence a été votée par l'ensemble des communes à l'unanimité. Autrement dit, ce que vous avez donné d'une main, n'essayez pas de la prendre de l'autre. Avec donc une compétence en janvier 2010, avec une harmonisation du prix de l'eau dès 2011 sur l'agglomération et les trois syndicats, Bas-Languedoc, Garrigues-Campagne et Salaison. Puis, nous avons fait le lancement du schéma directeur eau potable et eau brute, qui en 2 ans et demi, a été adopté à l'unanimité en mai dernier. Ça porte sur 70 communes,
Quand je pense que sur 70 communes, à raison de 2 élus par commune, ça en représente 140, on arrive à faire à l'unanimité. Et quand je vois comment ça se passe ici, alors donc avec les 3 syndicats, bien sûr, le Pays de l'Or et le Pixel Lourd. Donc ce schéma directeur représente 157 millions d'investissements jusqu'en 2030 pour laisser aux générations futures une situation excellente. Et vous avez la carte qui est affichée à l'heure actuelle. Aujourd'hui, où en est-on? Alors, nous avons une eau excellente, elle est de qualité, à un prix très raisonnable. La ressource est protégée. Nous avons une bonne expérience et maîtrise en matière de délégation de services publics, comme le souligne d'abord le rapport de synthèse du cabinet Collectivité Conseil, qui, sur 20 ans de pratique à la ville de Montpellier, avec votre serviteur, indique, comme vous le constatez, vous les envoyez s'il vous plaît, l'appréciation suivante. Il donne un bilan favorable à la délégation de services publics, indiquant on peut d'ores et déjà signaler que le transfert de compétences à l'agglomération permettra de diffuser à une plus grande échelle les bonnes pratiques mises en place par la ville en matière de pilotage de DSP. J'espère que les élus de la ville de Montpellier seront sensibles à ce jugement et qu'ils en tiendront compte. L'analyse effectuée pour la ville devra être donc réévaluée à l'échelon communautaire, c'est ce que nous faisons. Ces conclusions sont celles de la mission d'information et d'évaluation sur le service public de l'eau. Et vous avez un document qui indique bien quel est le poids de la DSP par rapport à la régie. Alors, depuis 2010, nous avons beaucoup entrepris et vous proposons, au travers des bons résultats obtenus, de partir sur une DSP d'un délai raisonnable de 7 ans, qui nous conduira vers des échéances identiques au contrat des syndicats partenaires. Ce n'est pas le mode de gestion qui fait le prix de l'eau, ce sont les caractéristiques du service et l'importance des investissements. On sait diminuer le prix de l'eau en supprimant les investissements. Tout le monde sait le faire. Mais nous avons un schéma directeur qui veut garantir l'avenir. Le prix de l'eau est déterminé par les élus. Ce ne sont pas les fermiers qui déterminent le prix de l'eau. Ce sont les élus. Je tiens à le rappeler. Et nous les votons tous les ans. Je signale entre parenthèses par rapport à certaines villes, comme met un exemple, à Grenoble, le passage en régie ne s'est pas traduit par une baisse du prix. Et si vous voulez des renseignements sur Grenoble et sur l'eau du Drac, je pourrais vous en donner, en tant qu'administrateur de l'agence de l'eau. À Paris, le prix du mètre cube d'eau a été réduit de 8%, 1 an et demi après la création de la régie. Et nous allons voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine, parce que nous avons quelques renseignements et quelques indices financiers où les choses ne pourront pas durer. Donc, ce que l'on vous propose, c'est une délégation de service public pour l'eau. Cette proposition, elle est pragmatique, exemplaire économiquement, et aussi en matière de responsabilité, car le délégataire exploite et gère à ses risques et périls, comme ça a été indiqué, notamment dans le rapport. Elle est efficace pour l'autorité organisatrice que nous sommes, qui doit se consacrer à la réalisation et à la maîtrise des investissements, parce que c'est l'agglomération qui fait les investissements, ce qui nous permet de maîtriser le prix de l'eau d'ailleurs, et donc le prix, et à la qualité de service avec laquelle la charte de l'eau sera la préoccupation essentielle. Certains investissements se terminent en fin 2014. Là aussi, beaucoup nous disent « Pourquoi vous diminuez qu'en 2015 ?» Bien parce que nous avons des investissements qui se terminent fin 2014. Et à ce moment-là, ils nous permettent de dégager la possibilité financière de procéder à une diminution du prix de l'eau de l'ordre de 10% au 1er janvier 2015. Ce qui nous met au même niveau que Paris, sans remettre en cause les investissements du schéma directeur à venir. Comprenez une chose, c'est une question d'équilibre entre les investissements à effectuer
par rapport au prix que nous demandons. Autrement dit, ce qui est important, c'est que si on veut avoir les investissements de 157 millions faits pour être dans une situation excellente pour les générations futures, ben là, avec le dégagement que nous allons avoir, on baisse de 10% et ça nous laisse la marge pour faire les investissements des 157 millions jusqu'en 2030. Vous avez le graphique ici, où vous avez Montpellier qui est actuellement avec 2 lignes jaunes. Vous en avez une qui est aujourd'hui et celle de 2015, et en 2015, on est plus bas en prix que Paris. Je tiens quand même à rappeler que à Paris, quand vous regardez le nombre d'habitants qu'il y a par rapport au nombre de kilomètres de réseau, il y a une question de rentabilité que les ruraux ici rencontrent et connaissent. Parce qu'ils ont beaucoup de kilomètres de réseau avec peu d'abonnés. Et rendez-vous compte de la densité qu'il y a à Paris par rapport à ce que nous connaissons à Montpellier, on sera aussi bien qu'eux. Mais de toute façon, on ne fait pas la course. Mais on constate. Ce n'est pas la peine de nous donner des leçons. Nous ferons en sorte donc d'améliorer le rendement des réseaux, comme c'est prévu, et diminuer les fuites pour préserver la ressource. Alors là aussi, j'entends dire un peu n'importe quoi. Des réseaux rentables à 85%, c'est excellent. Celui qui ne comprend pas ça, c'est-à-dire il n'a jamais vu que sa feuille de papier, son crayon, son téléphone, il ne sait pas ce que c'est qu'un tuyau. Un tuyau, il est dans le sol. Il y a les pluies, il y a le gel, la sécheresse, le sol travaille. Il y a des travaux à proximité des réseaux. Une fonte, si vous ne la laissez pas tranquille, 1 an et demi après, elle pète. Donc écoutez, là, les réseaux, c'est un peu comme si on me disait qu'il ne faut plus de morts sur les routes. C'est sûr qu'il en faut le moins possible. Mais hélas, il y en aura. Donc les fuites, nous nous en occupons. On va faire des efforts conséquents par rapport à la sectorisation, etc. On va faire la chasse. Donc, sur le schéma directeur, il y a 7 kilomètres qui sont prévus par an de renouvellement. La procédure de mise en concurrence sera donc pour nous lancée. Nous désignerons, au travers des éléments de réponse techniques, financiers, environnementaux et au travers de la charte et de qualité de service à l'usager, les candidats qui auront le mieux répondu. Donc le cahier des charges sera détaillé, précis, rigoureux, quant aux obligations donc, du délégataire et des moyens de contrôle. Cette proposition est garante d'un bon résultat et permet de voir venir pour envisager le futur. Donc je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, en espérant que celles qui ont déjà eu des réponses ne feront pas l'objet d'une redite. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette synthèse un peu de l'importance de ce dossier. Monsieur Bouillet et monsieur Passé. Bien, et monsieur amis, Calva et monsieur le représentant de Gravel. Allez-y, on prend la deuxième vague après. Monsieur le Président, chers collègues, nous abordons, disons, un problème d'une extrême importance, c'est celui de l'eau. Et je crois qu'elle vient d'être défendue avec passion par celui qui vient de la présenter, dont on ne pourra pas quand même imaginer qu'il puisse y avoir des dérives. Il est sincère, il fait son boulot, et je crois que c'était important de le dire. Bon, l'eau, vous le savez, l'accès à l'eau, c'est quelque chose d'universel qui doit garantir à chaque habitant de la planète sa ration journalière. Aujourd'hui, bon, on a transpiré, ben, il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau. Ça n'a l'air de rien, mais ça, c'est vital. Ensuite, bien sûr, parmi les quelques milliards d'individus qui habitent sur cette planète, et dont nous faisons partie, il y en a plus de 1,5 milliard, voire 2 milliards, qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est quand même incroyable, quelque chose de vital. Et bon, ici, nous sommes des privilégiés, on a fait le travail qu'il fallait, on va continuer à le faire. Mais la situation, par ailleurs, est critique. Allez au Chili, allez dans des pays comme ça, vous verrez. Et là, ce sont les marchands d'eau, bien sûr, qui prennent tout pour eux. Alors, naturellement, la problématique de l'eau se complique par l'exploitation
que les groupes privés puissants font de cette matière. C'est bien là le débat. Et donc, on se retourne vers la force publique qui, elle, doit prendre en main toutes ces situations. Les exemples existent, mais je crois, et moi j'ai été convaincu récemment, qu'il y a eu une évolution qui peut justifier la démarche que nous rencontrons. D'un côté, des opposants qui disent « c'est pas vrai, vous nous promenez, on va faire comme ça », et puis de l'autre, ceux qui sont aux manettes et qui font leur travail et qui le font d'une manière la plus efficace possible. Alors naturellement, ce problème, on le retrouve à la région, moi où j'ai en charge, disons, la politique de l'eau, bien, et où on a créé un service public régional de l'eau. Voilà, et quand j'ai regardé dans le détail comment ça fonctionne avec BNL, on en a fait une société d'économie mixte locale. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen d'appuyer le poids de la région, le poids politique. Et effectivement, les choses se sont déroulées comme ça, ce qui fait qu'on a des possibilités de régler ces problèmes. Alors là, c'est pour notre boisson journalière, mais il y a aussi les agriculteurs, les viticulteurs. Vous savez qu'on a lancé un dispositif qui s'appelle Aquadomicia, qui, de Moguio et jusqu'à Narbonne, va irriguer complètement la vallée de l'Hérault, la vallée de l'Aude. Et tout ça, c'est lié. Les interférences qu'il y a entre l'eau brute et l'eau potable, eh bien, elles doivent être prises en compte. Et elles doivent être prises en compte et on doit y porter une attention soutenue. Alors, tous ces préliminaires que je voulais simplement rappeler, mais qui ne sont pas longs, j'en ajouterai pas d'autres, m'ont amené à lire avec précision, avec pugnacité, le rapport 20. Croyez-moi, ce n'est pas de la tarte. Il y a 15 pages écrites en petit sur des lignes serrées et dont les mots sont tous importants. C'est un rapport remarquable. Bon, ceux qui connaissent rien sur l'eau, comme moi il n'y a pas longtemps, eh bien, peuvent se former rapidement sur ce rapport. Alors, j'ai vu dans ce rapport, effectivement, une analyse très intéressante. Je ne vais pas vous refaire le rapport, mais on a donné 4 modes de fonctionnement et pour la gestion, pour la gouvernance de l'eau, avec bien sûr la régie, vers laquelle un grand nombre d'entre nous tend, et puis il y a donc les autres modes qui sont des délégations de services publics. Et ces délégations de services publics, ça peut être plus ou moins ambigu si le politique n'est pas là pour, disons, regarder comment les choses se passent et pour faire en sorte que ce soit lui qui ait la main chaque fois. Et ça, il faut vraiment le prendre en considération. Alors j'ai vu que là-dedans, il y avait des propositions sur le chiffrage des différents dispositifs, et le cas numéro A, B, C, D, et dans chacun de ces cas, eh bien, il y a tous les détails. On ne peut pas dire, alors, je sais que notre ami René Auvol, quand il demande des documents qu'il n'a pas eus, on peut lui faire confiance, c'est qu'il ne les a pas eus. La réponse a été faite. Bon, donc, là-dessus, j'ai vu que, en ce qui concerne le paiement, 11,44, 11,61, 11,58, 11,57, kiff, ça veut dire c'est la même chose et c'est pas avec ça qu'on va faire, disons, des différences significatives. Mais je ne serai pas trop long, je vais vous dire, ce qui m'a frappé dans cet immense rapport, c'est la durée de 7 ans d'affermage en tant que dispositif transitoire. Les mots ont leur importance. Moi, ça m'a complètement retourné, parce que ça veut dire qu'ici, on ne se bat pas contre, disons, la régie, on se bat pour arriver, d'une manière ou d'une autre, petit à petit, à un système comme ça, dont on n'est pas certain qu'il soit, disons, efficace. Il est à Grenoble, il est à Paris, etc., dont l'image là de la balance était intéressante, mais il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre avec les uns, puis avec les autres. Donc ça ouvre les possibilités qui permettent à notre collectivité d'envisager à terme,
J'espère que le terme, c'est 7 ans au maximum, et pas autre chose, parce que là, on me serait trompé, abusé, mais je ne fais pas de procès d'insertion, d'intention, je ne fais pas de procès d'intention aux élus qui sont à cette tribune. Et à partir de là, eh bien, on aura, disons, trouvé un moyen, une gouvernance, dans lequel chacun devrait y tourner son compte. Quant à la gratuité de l'eau et tout, on vous l'a dit 50 fois, c'est impossible. L'eau, c'est un bien universel que l'on peut utiliser, mais ce qui coûte, c'est pour amener l'eau au robinet. Et ça, on ne pourra pas le changer. Moi, je vois, bon, ici, l'eau, quand vous faites des réunions, on a fait la Commission nationale du débat public pendant 13 séances. Pouget, d'ailleurs, il y était aussi. Tout ce qui touche à l'eau, bon, il le suit de très près, ça ne peut pas uniquement... Pardon. Prenez le micro. Voilà, il ne s'occupe pas uniquement, mais ça, il le fait aussi à temps plein, et bon, de l'agglo. Mais aujourd'hui, il faut dépasser ces cadres, agglo, région, etc. Il faut un même combat pour que chacun d'entre nous ait sa ration d'eau. Ça, c'est fondamental. Alors, comme ici, on n'a pas de problème, on arrive, on ouvre le robinet, ça coule, parfait. Arrêtez le robinet, bon, surtout maintenant quand il fait chaud, prévoyez une réunion. Bon, ce n'est pas 100 personnes qu'on aura, et les gens se battront pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Alors tout ça pour dire que ces problèmes sont extrêmement compliqués, extrêmement difficiles, méritent que chacun y consacre du temps. Moi, en ce qui me concerne personnellement, je voterai ce rapport pour les raisons que je viens d'indiquer, et puis on verra bien, on va continuer à travailler pour l'eau et pour chacun d'entre nous. Merci. Alors attendez, il y avait des prises de parole, je n'avais pas noté tout le monde. Alors, Monsieur Revol, tu avais demandé la parole. À côté, oui. Monsieur Morel, Monsieur Calva, Monsieur Giner, Monsieur Sorel, Monsieur Lantéric, Monsieur Passé, Monsieur Morales, Madame Blampied, c'est bien. Monsieur... Attendez, je vais trop vite. Alors, tu en étais où? À Lozé Pastor. Pastor. Monsieur Lantéric, Madame Blampied, Madame Dombrecoste. Mais on s'est noté. Monsieur Subra, Monsieur le maire de Saussan, Landier, Monsieur Delafosse, Monsieur Tissoni, c'est noté, Monsieur Alozé et Monsieur Revol. Il n'y en a pas d'autres là? Le dernier gagne une barre de chocolat. Alors on y va. Monsieur Passé. Allez-y. Vous avez la parole. Ça marche. Merci. Monsieur le Président, l'eau est une ressource essentielle à la vie. Elle constitue un enjeu de société, patrimoine de toute l'humanité. Son partage est pourtant, hélas, un facteur de tension, de conflit, voire de guerre dans le monde. Elle est devenue un objet de convoitise et de profit dans les pays capitalistes à l'heure de la mondialisation. L'eau devrait être considérée comme un bien public nécessaire à la santé, au développement des économies et de la civilisation. Elle est, hélas à ce jour, une marchandise soumise aux lois du marché. Sur notre territoire d'agglomération, nous avons la chance de posséder des réserves d'eau confortables en quantité et qualité. La nécessité d'une gestion économe, rigoureuse et transparente s'impose. Et à ce sujet, je voudrais dire, concernant la ville de Montpellier, que le délégataire précédent a fait son travail, car s'il ne l'avait pas fait, les élus ne l'auraient pas fait. Et je peux témoigner que les élus ont fait leur travail pour le respect de la DSP. En ce domaine, l'essentiel des dispositifs législatifs repose sur la loi du 16 décembre 1964. Depuis, plusieurs lois sont intervenues, je ne vous les citerai pas toutes. La dernière en date, du 21 avril 2004, portait sur la transposition de la directive européenne pour établir un cadre pour une politique communautaire de l'eau. Un trait marque toutes ces lois. Toutes ces lois, toutes ces mesures ont visé à limiter sans y arriver les dérives de la logique marchande dont l'eau a été l'objet. Néanmoins, il convient de constater que
l'actuelle gestion de l'eau est aussi de plus en plus coûteuse pour les usagers. La réalité s'impose face aux lois. Les faits prouvent qu'il est à présent urgent de changer les règles et de nous acheminer vers un véritable service public de l'eau et de l'assainissement, que ce soit au niveau local sur notre territoire, comme au niveau national. Notre groupe communiste fait un choix clair. Le choix du service public, pas pour tout, mais le choix du service public surtout pour l'organisation des services aux usagers domestiques. N'en déplaise à certains, surtout dans les périodes que nous vivons. Dans une économie ô combien difficile, les sociétés nationalisées pour l'électricité, le gaz, les transports ferroviaires, les services postaux,